Bonjour, on va vous proposer de démarrer le webinaire. C'est Mélodie Roche qui est en face de moi. On est dans la même pièce, qui va prendre la parole dans un premier temps pour quelques mots d'introduction. Je vais poursuivre ensuite pour dire qui sont nos intervenants et la manière dont on va procéder. Et puis on laissera place à nos intervenants. Mélodie, je te laisse la parole. Bienvenue au quatrième webinaire de l'Observatoire Jeunesse Ardèche et du réseau Jeunesse Ardèche, qui est aussi notre deuxième webinaire de l'année 2024. Donc, on avait prévu en fait initialement 2 webinaires par an. Donc, on s'était dit avec Emmanuel que c'était le dernier, mais en fait, on aime bien ça et on est déjà en train de travailler un troisième webinaire pour l'automne. Voilà, peut-être sur les thématiques de l'habitat des jeunes. Voilà, on est en train de travailler là-dessus. On reviendra vers vous plus tard. On reste sur le même format de webinaire comme on fait depuis, hop, j'admets en même temps, comme on fait depuis le départ. Donc, pour celles et ceux pour qui c'est leur premier webinaire, on est enregistré aujourd'hui. Donc, si vous voulez pas qu'on voit vos noms, si vous voulez pas qu'on voit vos visages, n'hésitez pas à éteindre vos caméras, à enlever vos noms, etc. Parce que le webinaire sera diffusé ensuite sur le site de l'Observatoire de la jeunesse Ardèche avec les précédents webinaires. Donc aujourd'hui, la thématique du webinaire, c'est jeunesse et précarité, quelle réalité en ruralité? Euh, pour cela, on est en prolongement des 3 précédents webinaires. Donc le premier qui était sur les questions de mobilité et d'habiter des jeunes en ruralité. Le second qui était sur une mise en perspective entre les données de l'INSEE et les réalités des jeunes. Et enfin le troisième qui était donc en février de mémoire, qui était sur les aspirations des jeunes en ruralité, avec l'ouvrage de Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi. Donc pour ce quatrième webinaire, le thème de la précarité, nous traitons le thème de la précarité des jeunes en ruralité. On a fait le constat collectif que la pauvreté a augmenté en France ces 20 dernières années et que l'augmentation de cette pauvreté touche particulièrement la tranche d'âge des jeunes. Et donc, on se posait la question de qu'en est-il des jeunes ruraux à ce niveau-là? Est-ce qu'ils sont plus ou moins touchés par la précarité? Quelles en sont les éventuelles causes? Est-ce qu'il y a une difficulté à activer l'ascenseur social en ruralité plus qu'ailleurs? Comment cette pauvreté, cette précarité se manifeste? Quelles évolutions on observe? Comment s'expriment les besoins en accompagnement, les accompagnements, les solidarités actives de ces publics? Donc, tous ces questionnements, c'est ce qu'on va poser à nos invités d'aujourd'hui, qui vont nous aider à décrypter par leurs observations à la fois de terrain, mais aussi leurs regards et leurs travaux de recherche. Donc, je laisse Emmanuel Roux vous présenter nos intervenants. C'est ça. Donc, effectivement, pour celles et ceux qui ont l'habitude de nos webinaires, nous avons pris le parti systématiquement d'inviter une personne pour éclairer la thématique. En l'occurrence, ici, celle de la précarité, sans trahir de nouveau Clément Reversé, qui va être notre premier intervenant, utilise aussi d'autres termes, mais je lui laisserai les mots pour dire les choses. Clément, je me permets de te présenter très brièvement et tu compléteras autant que tu le souhaites. Clément Reversé donc, est sociologue. Il est enseignant-chercheur à l'université Toulouse-Jean Jaurès après avoir fait un parcours du côté de Bordeaux et ses travaux notamment ont porté sur les jeunes en ruralité et leur vulnérabilité de ce côté-là. Donc, c'est à partir de ces expériences et ces regards qu'on a souhaité pouvoir t'inviter pour que tu puisses nous éclairer sur les problématiques et, comme l'a dit Mélodie, en continuité avec des réflexions que nous avons déjà menées ici, des regards, notamment celui de Salomé Saké la dernière fois. Ce prolongement et le regard qu'on peut porter sur la jeunesse, évidemment, on est plutôt intéressé à parler depuis l'Ardèche, mais on prend aussi le parti de dire que la question des problématiques de ruralité des jeunes ne se situe pas qu'en Ardèche, et donc on souhaite aussi pouvoir permettre l'intervention ou le regard de socioprofessionnels. Donc Clément va intervenir sur un premier temps, je vais y revenir. Et donc, on l'a invité dans cette idée d'élargissement de nos regards et de la prise en compte d'expérience. Lénie Charbonnier, chargée de mission prévention à la direction de la jeunesse, éducation, citoyenneté au département de la Gironde. Merci Lénie de contribuer à notre échange.
Et puis, notre vœu, c'est d'ancrer aussi nos réflexions, de les territorialiser et de dire qu'est-ce qu'il en est des regards sur la question de la précarité, mais plus largement de la place des jeunes sur les territoires, et en Ardèche en particulier. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui l'intervention de Christelle Jamet, directrice de la mission locale de l'Ardèche méridionale. Merci Christelle de cette contribution aujourd'hui, dont on espère des prolongements, on en parlera ultérieurement. Euh, voilà, donc nos trois intervenants, on donne assez systématiquement carte blanche, c'est-à-dire qu'on ne prédéfinit pas un questionnement, on les laisse parler et s'exprimer de là où ils sont, avec leur expérience, leur regard, simplement en essayant de traiter le sujet qui nous intéresse, à savoir plutôt la question de la précarité. Nous avons demandé à Clément enfin, de disposer d'un temps à la fois d'expression et puis d'éventuelles réponses aux questions. Pour les réponses aux questions, vous êtes invités toutes et tous à mettre vos questions dans ce qui s'appelle le chat. C'est le petit onglet qui figure en bas de votre écran, de sorte à ce qu'on puisse lister les questions et ensuite, avec Mélodie, proposer de les exprimer à Clément. S'il y a trop de questions, nous prendrons un temps plutôt à la fin du webinaire pour finir le questionnement. Et de la même manière, ensuite, nous demanderons à Lénie d'intervenir sur un temps, on a programmé 15 à 20 minutes, on n'est pas très compressé dans le temps, donc il faut prendre le temps d'exprimer ton propos. Et idem s'il y a des questions. Et pareillement pour Christelle qui interviendra donc en troisième lieu. Je sais Christelle et Lénie, ou Lénie et Christelle, que vous avez préparé un petit support. Nous vous en remercions. L'ensemble des documents et des supports seront mis à disposition dès la semaine prochaine sur l'Observatoire, en même temps que l'enregistrement de ce webinaire. Donc voilà, soyez pas inquiets pour pouvoir accéder à la totalité de nos échanges de la journée. Et comme l'a dit Mélodie, on vous fera signe pour un prochain webinaire plutôt à l'automne. Sur ce, Clément, je vais me proposer de te laisser la parole pour ton temps d'intervention. Je vous remercie. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Impeccable. Écoutez, je vais pas me représenter, ça a été fait, très bien, de manière très complète, donc c'est impeccable. J'aimerais commencer avec, quelque chose, d'actualité. Il y a, quelques semaines maintenant, le Premier ministre Gabriel Attal, a défendu l'idée que la République devait, contre-attaquer contre sa jeunesse, qui selon lui était de plus en plus violente, et qu'il ne souhaitait aucun, professionnel de l'excuse, pour venir expliquer ses comportements. Alors moi, en me positionnant comme, apparemment un professionnel de l'excuse, je voudrais commencer tout simplement en disant quelques petits mots là-dessus. Hem Tout d'abord, la jeunesse n'est pas plus violente. C'est une idée qu'on se fait, j'ai écrit un article, là-dessus. Je suis remonté jusqu'en 1920, pour trouver des articles qui nous expliquaient que la jeunesse était de plus en plus, violente, et toutes les décennies, il y en a. Sur la jeunesse qui est de pire en pire, pire que leurs aînés, on peut remonter jusqu'à Socrate et on peut même remonter jusqu'à des tablettes mésopotamiennes qui nous expliquent que la jeunesse est encore pire qu'avant. Donc la jeunesse n'est pas nécessairement pire, je n'y crois pas, et c'est comme, ce que pouvait montrer, Salomé Saké, on a besoin d'une solidarité intergénérationnelle. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la jeunesse est de plus en plus précaire, et ça nous pose, beaucoup de soucis. Lorsqu'on observe, cette jeunesse, on se rend compte qu'à l'homme des territoires, on a aussi des inégalités. Moi, je voudrais revenir, plus précisément, sur ma recherche, doctorale, dans laquelle, on s'est interrogé sur ces phénomènes, de pauvreté, de vulnérabilité. J'aime beaucoup le terme de vulnérabilité puisqu'il apporte, l'idée finalement, d'un risque à être pauvre, un risque à être précaire et cetera, plus qu'une situation, directe. Mais bref, Hem, l'origine de ma recherche s'appelle «Les oubliés du pays de Cocagne». C'était de se rendre compte qu'on avait à la fois un meilleur rapport à l'emploi chez les jeunes sans diplôme,
dans des territoires ruraux, donc des jeunes qui sont précaires. Aujourd'hui, l'absence de diplôme, ça renforce le risque de la précarité, alors que le diplôme n'assure plus de l'ascension sociale, mais en fait diminue tout simplement la probabilité de se retrouver dans de la pauvreté, ou de la précarité. Et donc d'un côté, on a des jeunes qui touchent plus à l'emploi et de l'autre côté, on a des jeunes qui sont aussi avec une pauvreté plus intense. Alors, point important à préciser, je ne dis pas qu'il y a plus de jeunes qui sont pauvres dans les territoires ruraux. Les territoires sur lesquels on a le plus de jeunes pauvres, ça reste les quartiers politiques de la ville. Par contre, on a, dans les territoires, qu'on pouvait, observer par l'enquête, Génération en 2017, bah, une intensité qui est, plus forte. Et donc moi, ma question de base, c'était, hem, de manière, très simple et complètement, à l'inverse de ce que nous proposait, le président Sarkozy, c'était: «Mais pourquoi travailler plus pour gagner moins?» Et donc j'ai essayé d'étudier, des jeunes qui étaient marqués par, leur absence de diplôme, leur jeunesse, l'aspect, territorial, donc au sens sociologique, des jeunes qui sont, un petit peu dominés de toutes parts. Qu'est-ce que ça fait, de grandir, dans ces conditions? Avec, derrière tout ça, ce à quoi je suis en train de m'intéresser aujourd'hui et je suis en train de conclure, un livre, là-dessus. Le stigmate, qui peut être rajouté pour ces jeunes, souvent celui du cas social. Voilà, mon prochain livre s'appelle, «C'est la vie de Cassos», et j'essaie de comprendre un petit peu, ce que ça peut faire d'être, à la fois précaire, dominé sur tous les aspects et en plus stigmatisé parce qu'on est précaire. Je vais aller très, très vite sur la méthodologie de recherche parce que c'est pas ce qui est le plus important. J'ai étudié du coup, 3 territoires, la Gironde, la Charente et la Creuse, mené une centaine d'entretiens et avec, des jeunes et ensuite 24 autres avec, des personnes responsables de leur insertion professionnelle et ou de leur retour en formation. Mon objectif, en étudiant les territoires de Nouvelle-Aquitaine, alors bien sûr, c'était une réponse à un appel à projet de la région, mais c'était aussi d'essayer de renverser un petit peu tout ce qui avait été fait jusque-là par la sociologie, c'est-à-dire étudier des espaces qui vont mal. Et effectivement, on parle souvent des espaces, qui se désertifient, handicapants, vulnérables, précaires et cetera. Or, quand on regarde en homogénéisant un petit peu la Nouvelle-Aquitaine, bah, les territoires ruraux, ils vont plutôt bien. On a une démographie qui est plutôt positive, on a un taux de chômage qui est inférieur à la moyenne nationale, on a une pauvreté qui est inférieure. Alors bien sûr, c'est hétérogène, mais par contre, on peut pas dire que c'est un territoire, qui est défavorisé. Et à l'inverse, plutôt qu'étudier, les gars du coin comme l'a fait Réani ou, ceux qui restent, mais qui ont une certaine reconnaissance, comme a pu faire Benoît Coquart ou Yael Selmingui avec les filles du coin, moi je voulais étudier ceux qui sont, mis à la marge. Ceux, dont on n'a pas envie de s'associer parce qu'ils sont mal vus, parce qu'ils sont précarisés et cetera. Et donc finalement, essayer de voir qu'est-ce que ça fait d'être dans un territoire qui est plutôt favorisé, au niveau statistique du moins, et d'être, par contre, la frange de la population la plus basse, que Norbert Elias appelait la minorité du pire. Qui sont ces jeunes? Alors j'enverrai le slide. Ce qu'on peut voir très rapidement au niveau de leurs origines, c'est que, ce qui domine très largement, c'est, ce qu'on pourrait appeler des classes populaires. Donc, des employés, des ouvriers, des parents sans activité. On a effectivement chez les cadres, on a, 2 papas qui sont cadres sur 98 et sur, 198 par an, ce qui est très peu. Et voilà, ce qui domine, c'est quand même des situations plutôt, précaires et surtout quand on regarde le niveau de diplôme des 100 jeunes que j'ai pu rencontrer, on est sur un niveau qui est plutôt bas avec, 44 papas et 33 mamans qui ont, un niveau, brevet ou inférieur, 31 et 32 niveau CAP et on se retrouve avec, 6 pères et 8 mères qui auront fait, des études après le bac. Pour ce qui est de ces jeunes, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir, leur situation et de se rendre compte que finalement on n'a que 2 jeunes qui sont en CDI. Alors c'est toujours très difficile, de dénicher le vrai du faux avec ces jeunes, puisque parfois, par exemple, ils me disent qu'ils sont en intérim, alors qu'ils n'ont pas travaillé depuis 6 mois. Mais le statut d'intérimaire est un petit peu plus, intéressant. Et pour ce qui est du niveau de diplôme, ben, on est, sur des filières professionnalisantes, hein. On voit très bien baccalauréat professionnel et CAP qui sont, dominants.
Je vais passer rapidement là-dessus, apporter, des définitions, un petit peu rapides mais nécessaires, sur, ce que peut être la ruralité. 2 mots là-dessus. La ruralité, on a plusieurs approches. Alors une approche un peu folkloriste de dire qu'à partir du moment où il y a des vaches, on est à la campagne, ce qui convient pas forcément. Mais les 2 qui sont les plus importantes, c'est l'approche morphologique et fonctionnelle. En clair, soit considérer la ruralité par rapport à sa distance et donc sa dépendance avec une ville ou une métropole, soit par rapport à la densité de population. Moi, la question de distance me va pas, tout simplement parce que ça veut dire que, la ruralité ne peut être définie que par rapport à la ville. Or, les territoires ruraux ont existé pendant des centaines et des milliers d'années, sans vraiment se comparer à la ville, qui était finalement anecdotique. Et à l'inverse, on se demande jamais, on définit jamais une ville, par rapport à la distance, avec, un champ, le plus proche. Donc cette proposition ne va pas parce que ça donne encore une question de dépendance et d'hiérarchisation des territoires. L'approche fonctionnelle finalement, c'est de dire que, on a une faible ou très faible densité de population sur une commune et donc finalement c'est apporter un regard neutre et il faut garder à l'esprit que la ruralité, c'est 70 du territoire français, c'est un tiers de la population et donc ce sont des territoires qui sont complètement hétérogènes. Ce n'est pas la même chose d'être un jeune dans un territoire rural, dans les Alpes, que de vivre au bord du littoral atlantique ou sur une île ou dans les Drom-Tom. Pour ce qui est de l'âge, je vais aller très rapidement, c'est une période de transition. Ce n'est pas forcément un âge, c'est plus le moment où on n'est plus un enfant parce qu'on devient autonome, une période très pénible pour les parents. Et ensuite, on n'est pas encore indépendant et donc c'est l'indépendance qu'on va chercher. La différence entre un jeune et un adulte, c'est que l'adulte est indépendant normalement et le jeune non. Et pour ce qui est du décrochage scolaire, puisque c'est important dans cette recherche, c'est, le fait de quitter l'école avant l'obtention d'un niveau 3, donc CAP, BEP. Petit truc que je trouve toujours très intéressant, c'est de se rendre compte que, le brevet des collèges n'est pas considéré comme un diplôme. Donc on peut être sans diplôme, alors que l'État vous a donné, le diplôme du brevet des collèges. Hem ce qu'on peut regarder quand on essaie de comprendre, du coup, ce phénomène. Pourquoi une pauvreté plus intense et plus de travail? D'abord, on peut regarder au niveau de la formation et on se rend compte que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et qui est fréquemment mis en avant, comme quoi il y aurait un déficit, dans les territoires ruraux, les jeunes ruraux seraient, moins forts, moins intelligents avec, tous les stigmates, du campagnard, du cultéreux et cetera qui viennent apporter cette idée, d'idiotie. C'est pas du tout vrai. On a certes une composition socio-économique qui est plus, populaire, ce qui normalement devrait indiquer des résultats plus faibles. Si vous avez, moins de cadres et plus d'ouvriers, normalement, les résultats scolaires doivent être inférieurs. Or, dans les territoires ruraux, à l'entrée au collège, on a des résultats en français et en mathématiques qui sont supérieurs aux urbains. Ça se lisse un petit peu par la suite, notamment parce que la plupart des collèges sont urbains. Mais, l'école rurale n'est pas une école qui est mauvaise, au contraire. Là où on va avoir une différence dans les parcours, c'est plutôt parce que, les jeunes vont, se diriger avec beaucoup plus, d'ambition vers des filières courtes et professionnalisantes. Ça n'est pas, un manque d'ambition de leur part, ça n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, de faire ça, mais c'est pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils connaissent beaucoup mieux l'offre sur le territoire que les urbains. Et le deuxième aspect, c'est tout simplement parce que, faire des études supérieures, ça veut souvent dire partir en ville. Et si je décide de faire des études supérieures dans l'aérospatiale, eh bien, je vais partir à Toulouse. Mais c'est pas seulement partir faire des études pour revenir chez moi. Ça veut dire, rester à Toulouse et passer toute ma vie là-bas, puisque le travail en aérospatiale se fera aussi à Toulouse. Donc c'est pas seulement un choix d'études, mais en fait, c'est un choix de vie qu'on fait. Et ce qui veut dire que, en général, on essaye d'avoir un rapport dans un triptyque entre formation, emploi et territoire. Pour les jeunes qui vont, quitter l'école et qui vont se retrouver en situation de grande précarité, il faut comprendre que, le processus du décrochage, il se fait pas du tout avec le lycée, il se fait, en général beaucoup plus tard, et que, on est sur, une population qui, de manière assez intéressante, est beaucoup moins, en situation de confrontation avec, les établissements, que dans les territoires, urbains. D'ailleurs, et chose que j'ai toujours
trouvé extrêmement intéressante, c'est que tous les jeunes que j'ai rencontrés ont dit: «Je suis pas fait pour l'école». Il n'y en a aucun qui m'a dit: «L'école n'est pas faite pour moi». C'est toujours moi qui suis inadapté à l'école et donc ils se disent que parce qu'ils ont des retards, parce qu'on les considère comme des vaincus du système scolaire, et ben, s'ils sont pas faits pour l'école, ils sont faits pour autre chose. Et donc, le décrochage scolaire, hormis décrochage médical, accidentel, et cetera, ça se fait principalement parce que ces jeunes, veulent aller travailler, et se réinvestir dans un monde professionnel. Ce qui est intéressant, je vais vous passer ça et je vous l'enverrai. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est des jeunes qui ont, très bien, en tête le fait que leur parcours sera précaire par la suite, mais ils croient quand même en la performance, en une sorte de méritocratie là-dedans et la manière dont ils décrochent, en général, pour opérer le décrochage, on a une sorte de crescendo de l'absentéisme. Donc on est absent une fois par mois, puis une fois par toutes les 2 semaines, puis une fois par semaine. Donc quand ça s'accélère, on sait qu'il y aura un décrochage. Pour les ruraux, c'est pas vraiment le cas. En fait, ils reviennent pas après une période de vacances et quand on leur demande pourquoi il y a moins d'absentéisme, bah, ils répondent tout simplement que de un mardi matin à 10h30 à Barbezieux-Saint-Hilaire, sous la pluie, il y a pas grand-chose à faire et de 2 surtout, on est sûr qu'on va croiser un collègue de son père, une amie de sa mère et cetera et donc on va se faire engueuler le soir, ce qui fait qu'ils restent à l'école et pour un aspect si bête, ça fait que, bah, on a des jeunes qui ont un décrochage qui est plus difficile à repérer. Il faut se demander ensuite, bah, finalement, ils touchent plus à l'emploi, donc peut-être que le marché de l'emploi, permettrait une sorte de tremplin. Je vois que je vais, pas du tout assez vite, je vais essayer, de passer la seconde. Est-ce que finalement, ces jeunes-là, ils vont vers un tremplin vers l'emploi, une trappe vers la précarité? Ce qu'ils font, c'est qu'ils se donnent un plan de capitalisation et ce plan de capitalisation, au début, c'est de mettre de l'argent de côté, mais aussi de l'expérience de passer son permis de conduire en se disant: «Bah, je me donne 1 an et puis ensuite je pourrais travailler sur le marché de l'emploi» et donc ils commencent à travailler parce qu'en soi ils arrivent à toucher, de l'emploi, hein. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de réussir à travailler, c'est de réussir à se stabiliser sur le marché de l'emploi et en même temps, ils prennent, en charge des dépenses, leurs cigarettes, leur assurance et cetera. Ce qui fait que le retour en formation est très compliqué par la suite. Hem, bref, ils essayent de se stabiliser sur un marché de l'emploi qui, leur est certes favorable puisqu'on se rend compte, par exemple, sur ce tableau que, bah, entre 82 et 2014, on devrait avoir les dates de 2024 bientôt, on a eu une très grosse augmentation, pour les, emplois peu qualifiés. Donc c'est des postes sur lesquels ils pourraient, postuler. On passe de 5,2 à 14,4 alors que dans les pôles urbains, on est de 9 à 11,3. Cette composition, elle est intéressante, mais en fait, elle cache un autre phénomène qui est tout simplement celui, d'une fragmentation des emplois, d'une précarisation des emplois les moins qualifiés. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention et je pense qu'aujourd'hui, les chiffres du chômage n'ont plus réellement de sens. C'est pas forcément très intéressant de les étudier. C'est que, si par exemple, nous sommes 10, dans une pièce à tous avoir un CDI et qu'on décide de faire plutôt, 30 tiers-temps, eh bien tout le monde sera en situation d'activité, par contre tout le monde sera précaire aussi. Donc, c'est un petit peu, face à ce phénomène que ces jeunes font face. Ils ont pas grand-chose à offrir sur le marché de l'emploi, ils sont pas vraiment désirables et ils touchent à de l'emploi parce qu'ils veulent essayer de s'insérer, de faire bonne figure aussi, parce qu'ils ont pas envie de passer pour, justement des cassos, des assistés. Ce qui fait qu'ils acceptent un petit peu toutes les conditions de l'emploi et ils sont face à un marché de l'emploi, qui est complètement intégré aux logiques, néolibérales, hein. Il ne faut pas penser les espaces ruraux comme des espaces extérieurs. La preuve en est qu'Amazon, est une entreprise qui ne s'installe quasiment qu'à la campagne aujourd'hui et jamais dans les villes et si possible dans des territoires un petit peu précaires où la population est plus maniable. Hem Bref, voilà, cet emploi se précarise et à côté de ça, on a des jeunes qui se retrouvent dans des situations, bah, de vulnérabilité. Ce qui se passe, c'est que eux, ils mettent de côté les aides. On a un recours aux aides qui est moins important dans les territoires, ruraux, qu'en ville et en même temps, on essaye de mettre en avant l'idée du vrai travail. On préfère être un travailleur pauvre plutôt qu'un cassos. Et il tombe dans moi ce que j'ai appelé un piège moral de la précarité. C'est-à-dire que à force d'accepter toutes les conditions d'emploi, j'ai plein de jeunes qui m'expliquent avoir accepté du travail où on leur a clairement dit qu'ils allaient pas être payés.
ou alors beaucoup qui acceptent du travail sans contrat, des boulots au black qu'ils espèrent ensuite mettre sur leur CV, ce qui est pas une très bonne idée. Bref, en acceptant finalement cet emploi qui est fragmenté, ce sous-emploi ou ce précariat, eh bien, ils se retrouvent dans des situations extrêmement précaires qui expliquent en partie ce phénomène dont on parlait au début, que ces jeunes touchent plus à l'emploi et en même temps ont une pauvreté qui est plus forte. Alors, c'est un phénomène qui est d'autant plus fort chez les jeunes filles. Il faut que je m'arrête là, c'est ça? OK. Non, non, tu as jusqu'à presque 11 heures. Ah, j'ai jusqu'à Cool. presque 11 heures. Oui. Oui, oui, Clément, tu as le temps hein, de Hmm. réfléchir. Impeccable. Tu n'es pas à la course. Donc ce phénomène, il est beaucoup plus important chez les jeunes femmes, puisque on a, on a certes un domaine tertiaire qui est plus important, hein. Aujourd'hui, le fait est que, le domaine principal dans les territoires ruraux, ce n'est pas l'agriculture, ce ne sont pas c'est pas le domaine ouvrier, c'est le tertiaire. Le tertiaire, c'est, là où il y a le plus d'activités dans ces territoires. On a eu un boom, des emplois présentiels dans les années 80-90 dans les territoires ruraux. Et donc, on pourrait se dire que si on a ce boom du tertiaire et de tertiaire peu qualifié, on le voyait sur le tableau précédent, ça pourrait être intéressant pour certaines jeunes femmes. Or, elles font face à une double concurrentialité. Tout d'abord, on a un frein à l'insertion sur des emplois vraiment avec un faible niveau de qualification ou, de manière générale, hormis dans les vignes où j'ai observé un phénomène un petit peu différent, mais on préfère quasiment toujours les mecs. C'est assez marquant et quand on discute avec les chefs d'entreprise, alors c'est très rigolo parce que des fois certains vont nous dire: «Non mais moi-même, je suis un grand féministe, un grand défenseur des femmes». Bon par contre, j'ai jamais embauché une femme de ma vie et je ne le ferai jamais. Mais oui, bien sûr, et j'ai cette phrase que je ressors à chaque fois parce qu'elle est absolument fantastique, d'un chef d'entreprise qui m'a dit pendant un entretien: «Moi je pourrais recruter une femme puisque les filles, ça travaille presque aussi bien que les mecs». Notez bien le presque aussi bien, qui fait la nuance et qui explique le fait que ce monsieur n'engage pas de femmes. J'avais rencontré un autre chef d'entreprise, lui dans le BTP, qui m'expliquait qu'en fait, il n'engageait pas de femmes, parce que, parce qu'il faut qu'elles fassent pipi. C'était son argumentaire en disant: «Bah, oui, non, mais moi les mecs dans mon équipe, eh ben, c'est très simple, ils vont se mettre debout et puis ils font, mais comment ferait une femme? C'est impossible, donc je ne peux pas recruter de femmes dans mon équipe». Et puis ensuite qui m'explique, bah, les femmes en plus c'est moins fort, ça tient moins la cadence et en plus si elle a un enfant, ça veut dire qu'elle va partir, qu'elle va devoir s'en occuper. Bref, il y a beaucoup de postes et pas seulement sur des postes, physiques ou virilistes, mais où on a tendance à préférer les hommes. Parce qu'on considère qu'ils vont pas avoir d'enfants, enfin ils vont pas s'occuper de leur enfant, parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils sont plus résistants et cetera. Hem et donc, sur des emplois, peu qualifiés, on a cette vision un peu masculine où le masculin l'emporte. On pourrait du coup se dire, bah, ces jeunes filles, si on est toujours dans cette vision, et là je mets des très gros guillemets, de métiers plutôt masculins ou plutôt féminins, du coup peut-être qu'elles pourraient s'insérer sur, des métiers qui soient, plutôt féminins, avec encore une fois des très gros guillemets. Et le problème, c'est que, sur ces postes, de care, de service à la personne et cetera, beh, on se retrouve avec des jeunes femmes, qui font face à une concurrence. Ah, on se on se retrouve avec des jeunes femmes qui font face à une, concurrence féminine. Tout simplement parce que sur les emplois de soins, de santé, de services à la personne, on a beaucoup plus d'attentes en matière de diplôme que sur les autres postes où on préfère les mecs et donc d'une part, sur des postes à faible niveau de qualification, on préfère les garçons et de l'autre, on a une concurrentialité, féminine par le diplôme. On préfère, bah, des jeunes femmes qui, elles, ont le diplôme. Ce qui fait que ces jeunes femmes qui sont sans diplôme, elles doivent,
se créent dans un contexte où, qui est complètement délétère parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles n'ont pas de diplôme. On voit, très bien que dans certains territoires ruraux, le taux de chômage des jeunes femmes, alors je viens de dire qu'il fallait pas regarder le taux de chômage et ensuite j'en parle, c'est très ironique, mais le taux de chômage des jeunes femmes peut être 2 fois supérieur à celui des jeunes hommes. Ça peut poser des situations assez problématiques et je ne peux que vous conseiller le très bon rapport de Johanna Dagorn sur les violences, conjugales, sexistes et sexuelles, dans les territoires ruraux. Hem, Où, eh bien, tout simplement, on a, une jeune femme qui n'arrive pas à travailler, qui se met en couple en général, de ce que je vois moi sur mon terrain et de ce qui est expliqué dans la littérature scientifique, avec un compagnon qui est souvent plus âgé, qui est déjà inséré professionnellement et donc on a des situations de dépendance. Situations de dépendance qui ne veulent pas dire que, bien sûr, tous les mecs, frappent, leurs femmes et cetera, mais par contre, qui donnent cette vulnérabilité, cette potentialité à être blessés. Moi, j'ai rencontré 3 fois sur mon terrain des jeunes femmes qui n'avaient pas le droit de me parler, du moins pas le droit de me parler seules. La première fois, c'était une jeune femme, qui m'expliquait que, en rigolant, elle me dit: «Bon, je dirai à mon compagnon que vous étiez une femme» et elle rigole et moi je comprends pas la blague, donc je lui demande de m'expliquer et en fait elle me dit: «Non mais c'est parce que j'ai pas le droit de parler à d'autres hommes». Et donc, voilà, elle m'a expliqué ensuite, on a un peu débriefé qu'elle allait à la mission locale et sinon, elle devait rester chez elle, pas sortir et faire le ménage et c'est tout. Donc on a des situations d'enfermement. J'ai eu 2 autres fois où c'était les compagnons qui voulaient absolument, faire l'entretien, dans la salle avec moi et donc, moi, c'est hors de question puisque c'est un entretien sur un parcours de vie où la personne doit être libre au niveau de sa parole et cetera et qui ont piqué des crises de jalousie, dont un qui a été un petit peu plus, violent que l'autre, mais en me demandant de rester, debout, devant la porte, avoir la porte entrouverte pour qu'ils puissent entendre et cetera, donc il y a un réel contrôle. Et un truc qu'a mis en avant, Johanna Dagord dans sa recherche, c'est que les territoires ruraux, même si c'est des impensés des violences conjugales, sont des territoires qui sont particulièrement violents, pour les femmes. Donc, sur ce petit, aparté sur ces questions de, féminines. Hem, on pourrait alors se dire que ces jeunes pourraient, retourner en formation. Le plus simple, c'est effectivement dans le cas où on a des décrochages qui sont dits, accidentels, c'est-à-dire des décrochages où, tout simplement, c'est pour une question médicale, pour des raisons de santé, que le jeune a décroché. Hem retourner en formation, ça peut être du coup, très simple pour ces jeunes qui ont juste, si on a eu un problème de santé, le problème de santé est résolu, on peut retourner en formation puisqu'on ne voulait pas quitter l'école. Hem, Par contre, pour beaucoup, c'est une question de rapport à l'emploi. Ils disent, «Faire une formation professionnalisante peut-être, mais par contre, je pourrai jamais, rester sur une chaise à rien faire». L'école, c'est associé à l'inaction, à l'ennui et on a envie de briser une temporalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une succession de temps, en général, à respecter, le temps de la satisfaction, de l'ennui, du désenchantement, de l'indécision, puis la rentrée dans un dispositif et que ce temps-là, ça peut prendre pour certains jeunes, 1 ou 2 semaines et pour d'autres, ça peut prendre des mois, voire des années pour retourner en formation. À côté de ça, qu'est-ce qui, pose, problème? Je l'ai dit, l'aspect trop scolaire des formations et surtout, je disais tout à l'heure que, beaucoup de jeunes prennent en charge des dépenses. Et le fait est que, prendre en charge certaines dépenses, ça peut être, un piège complet, pour le retour en formation. En clair, je ne me vois pas demander à mes parents, de reprendre en charge tout ce que moi j'étais en train de gérer. Je suis devenu un peu indépendant parce que je paye mes clopes, parce que je paye, ma voiture et cetera et donc il faudrait que je retourne en arrière pour demander par rapport à leur sens de l'honneur, les jeunes refusent énormément ça. Heu, il y a des entrées, dans les formations par rapport, à l'ennui. C'est des jeunes qui, sont énormément, marqués par de l'ennui. Quelque chose que je mets, sur lequel j'insiste, beaucoup puisque
On a tendance à considérer, ces jeunes et puis les jeunes comme un danger, quelque chose de très violent et cetera. Ces jeunes, s'ils sont violents, ils sont violents envers eux-mêmes. Moi, je suis atterré de voir que, sur mon terrain, sur les 100 jeunes, que j'ai rencontrés, il y en a 7 qui m'ont parlé de tentative de suicide. C'est une question que je ne pose pas, donc c'est eux qui m'en ont parlé. Il y a un jeune qui s'est tué, quelques mois après notre rencontre. Il y a plus de la moitié qui m'ont dit avoir vécu des épisodes dépressifs profonds. Il y en a un tiers qui prend des produits psychoactifs, pour lutter contre, des crises d'angoisse. Donc c'est des jeunes qui ne vont pas bien et qui s'ennuient énormément, qui sont dans de l'isolement. Donc j'insiste, vraiment là-dessus, c'est que leur temporalité est complètement foirée et renforcée en fait par l'aspect rural. C'est-à-dire que quand je suis seul parce que j'ai décroché, que je vais plus à l'école et que mes copains sont encore à l'école, s'il faut que je fasse 15 kilomètres pour aller voir un copain, c'est difficile. Si j'ai pas de voiture ou si j'ai pas de quoi payer mon essence, je reste tout seul chez moi. Et donc le territoire rural, si on ne le maîtrise pas par la mobilité, en fait, on se retrouve complètement bloqué et donc ça peut être, extrêmement délétère, pour ces jeunes. À côté de ça, il y en a beaucoup qui ont besoin de démanteler une sorte de temporalité circulaire. J'étais avec les missions locales, Centre-Bretagne, la semaine dernière et on a beaucoup parlé de cette question de la temporalité. Parfois, il faut garder en tête, plusieurs choses. La première, c'est que, ça peut être très compliqué pour un jeune, qui a passé, les 6 derniers mois en dépression à devenir hypersomniaque, et à pas sortir de son lit, à dormir un petit peu tout le temps, d'un coup de devoir se lever, à 6 heures du matin pour aller travailler à 7 heures. Il va le faire une ou 2 fois et le troisième jour, il sera épuisé, il viendra pas et donc il va se faire virer. Ça, c'est, quelque chose qui est très problématique, chez ces jeunes-là et il faut aussi toujours garder à l'esprit que on parle quand même d'une population, moi que j'ai étudiée, qui globalement a entre 16 et 20 ans. Et même si, le fait est, ils veulent s'insérer professionnellement, donc on a tendance à les considérer comme des adultes. Or, ça reste des jeunes. Et souvenez-vous de quand vous aviez 15 16 ans, moi je dormais tout le temps, j'étais tout le temps fatigué, j'avais envie de rien faire. Mes buts de carrière dans la vie, c'était effectivement pas forcément de travailler, dans de la socio, dans quoi que ce soit d'autre. Je voulais être rockstar ou skateur professionnel et il y avait aucun autre, chemin qui m'intéressait. Bref, il faut aussi garder en tête le fait que, quand on s'adresse à un jeune qui a 16 17 18 ans, il est dans cette temporalité-là et donc avoir un petit peu une approche un peu compréhensive aussi de ses parcours et de se remettre soi-même en question, pour accepter des retours en formation et ou de l'insertion professionnelle. Les freins que ces jeunes peuvent avoir, je l'ai dit, ça peut être par rapport aux dépenses liées à leur prise d'indépendance qui est assez complexe. On a l'âge qui est un facteur discriminant. Plus on avance dans l'âge et plus c'est difficile, de se remettre dans un dispositif. Hem et ce que j'appelle le raccrochage coûte que coûte. C'est quelque chose que j'ai rencontré beaucoup de fois, et qui est renforcé dans les territoires ruraux par le fait qu'il y a une offre de formation qui est souvent un petit peu plus réduite. Ce qui est normal, hein, on ne peut pas mettre, autant d'offres de formation, dans un territoire à très faible densité de population puisque ça coûterait très cher. Mais par contre, il faut quand même essayer d'écouter ce que disent les jeunes. Moi, ce qui m'a véritablement choqué, c'était quand j'entendais, des, conseillers en mission locale, en mission de lutte contre le décrochage scolaire, qui disaient, il y en a une qui m'a dit: «En fait, il faut trouver une filière où même lui, il pourrait avoir un diplôme. En gros, il est tellement nul qu'il faut trouver quelque chose de vraiment pas terrible. Au moins il a un diplôme et peu importe si c'est une voie de garage, peu importe si ça lui plaît pas et cetera, au moins il aura le diplôme». Moi, je suis pas entièrement d'accord avec ça. Je pense que c'est important d'avoir un droit à l'échec, d'essayer plusieurs choses et le fait est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été orientés vers des filières qui ne les intéressaient pas du tout, plus par rapport à leur niveau supposé, scolaire que par rapport à ce qui leur plaisait
Et j'ai toujours cette anecdote que je trouve complètement dingue, d'une jeune fille qui a décroché scolairement parce qu'elle a eu un problème cardiaque, une pose de pacemaker. Aucun problème scolaire, elle voulait continuer ses études, passer un bac général et ensuite, partir faire des études d'art puisqu'elle voulait devenir artiste peintre. Et les conseillères en mission locale ont insisté en disant: «Bah, tu qu'à prendre esthéticienne puisque, esthéticienne, c'est un petit peu artiste aussi». Donc, sans vouloir rentrer sur ce débat de savoir si esthéticienne c'est artiste ou pas, le fait est que la jeune fille ne voulait pas du tout faire ça. Et heureusement, elle s'est défendue pendant l'entretien, mais les conseillères ont quand même mis en dernier choix esthétique. Parce qu'elle, fallait qu'elle remplisse la filière esthétique. J'ai eu ça ou une autre jeune fille, qui me racontait que, elle avait fait un CAP, cuisine, donc je discute avec elle, «Oh là là, bah, c'est sympa, dis donc la cuisine, tout ça». Elle me dit: «Bah non, moi je déteste ça». Où je lui demande: «Bah, pourquoi tu as fait CAP cuisine si tu détestes la cuisine?» Elle fait: «Bah, en fait, on m'a donné le choix, c'était menuiserie ou cuisine». Donc voilà, elle est partie en cuisine. Effectivement, il y a une perte de sens puisque, bah, la formation ne fait aucun sens. Moi, si on m'avait forcé à faire, quelque chose qui ne me plaisait pas dans la vie et ben, je j'aurais sûrement pas fait d'études, dans ce domaine. Donc il faut, bien garder en tête que les formations forcées, elles sont importantes et quand je parle d'une seconde perte de sens, c'est parce qu'il y en aura pas une troisième, c'est pas une deuxième perte de sens. Si on les fait raccrocher dans une filière qui ne les intéresse pas, ils vont partir et donc on aura des jeunes qui seront sans diplôme et donc avec le moins d'armes, pour pouvoir se battre et se défendre contre la précarité. Enfin, le dernier frein, c'est la famille, qui a cette situation un peu particulière, qui est à la fois une ressource et un frein, pour les jeunes, que j'ai pu rencontrer. C'est-à-dire que, la famille, bah, beaucoup le disent, hein, c'est tout ce que j'ai, c'est, tout ce qu'ils ont, c'est le centre de leur sociabilité, c'est aussi une sorte de filet de sécurité, de se dire: «Bah, si je reste dans le coin et j'essaye de m'insérer, au moins je peux revenir vivre chez ma mère. Bon, c'est pas terrible, mais, j'ai encore une chambre», et cetera. Et en même temps, bah, quand dans les discours on voit, toutes les situations de misère, de violence, d'abus physiques, sexuels, psychologiques, et bien on peut pas considérer que la famille c'est uniquement ça. J'ai observé du coup, des passages dans l'émission de lutte contre le décrochage scolaire et plusieurs fois, bah, il y a des parents qui, refusaient que leur enfant, fasse des études ou continue leurs études en disant que, ils les abandonnaient parce qu'ils savaient très bien que non seulement, partir faire des études dans une autre ville, ça veut pas juste dire faire des études, ça veut aussi dire, quitter son milieu social, au sens sociologique du terme, mais aussi au sens géographique et donc bah, qu'on va perdre un enfant quelque part. Alors que s'il fait pas d'études ou alors un truc vraiment qui est dans le coin et ben, il va rester. Donc ça m'est déjà arrivé de rencontrer des parents qui étaient très anxieux et qui mettaient beaucoup de pression à leur enfant, là-dessus. Sur cette question, de la famille, c'est toujours très important de garder en tête le fait que, la famille peut être extrêmement maltraitante, mais aussi une ressource centrale. Il y a un entretien qui m'avait énormément bouleversé où, je rencontrais une jeune fille qui m'expliquait qu'elle s'était engueulée avec son maître de stage, en CAP cuisine et donc, il prend un pot à crème brûlée qui lui balance dans la figure et donc elle a tout le visage en sang, ouvert et cetera. Moi, je lui demande si elle portait plainte. Elle me dit: «Non, surtout pas», parce que, bah, en fait, j'ai très peur que les gendarmes viennent chez moi, parce que ma mère est alcoolique, elle est violente avec elle et ses 6 frères et sœurs, et donc elle me disait: «J'ai trop peur que tout le monde soit placé. Moi, je suis la plus grande, mes petits frères et sœurs, s'ils sont tous placés, ça va être catastrophique». Elle me raconte ça alors que plus tôt dans l'entretien, elle était en train de m'expliquer que sa mère la frappait. Cette jeune fille était lesbienne et se faisait insulter, tous les jours de sale gouine, de sale goudou et cetera, se faisait rabaisser par ses frères et sœurs et sa mère quotidiennement. N'avait pas le droit de voir sa copine et cetera, enfin quelque chose de très dur et en même temps, elle avait ce discours de: «Il faut protéger ma famille» et quand je lui demandais ça, finalement pourquoi, si ta famille est si dure avec toi? Elle me disait: «En fait, c'est tout ce que j'ai et la famille, c'est tout ce qu'on a et on doit faire avec». Donc ça peut être très problématique et renforcer, certaines, de ces situations.
Juste avant de passer sur les pistes de réflexion, je voudrais rajouter que, s'il y a des logiques d'exploitation, chez ces jeunes, hein, qui, finalement n'arrivent pas à se stabiliser, il y a aussi beaucoup de phénomènes, de débrouille. Alors de débrouille dans de la précarité, dans les territoires ruraux, ça peut être, essayer, d'aider ses grands-parents à faire le jardin, des choses comme ça. Mais quelque chose, moi, qui m'a particulièrement marqué, c'était, tout ce qui est, du domaine de l'illégal. Alors pour ce qui est de la vente, pour ce qui est de la vente de drogue, c'est assez anecdotique et finalement c'est plutôt, pour financer sa propre consommation d'abord. Donc c'est un effet discount, hein, on achète en gros, on revend une partie et puis le reste on peut le fumer du coup, sans avoir fait de dépenses. Et parfois, pour financer, du quotidien. Il y a un jeune, par exemple, sa machine à laver, son aspirateur sont tombés en panne la même semaine. Du coup, il connaissait quelqu'un, il a fait nourrice, donc il a gardé chez lui, des produits, je crois que c'était héroïne et kétamine et donc il s'est fait, un petit peu d'argent comme ça en gardant les produits chez lui, hem, pour, bah, se racheter une nouvelle machine à laver et un nouvel aspirateur. Mais ce qui est, tout particulièrement flagrant, moi sur mon terrain, ça a été, les situations de prostitution et para-prostitution. Notamment l'aspect pédocriminel, qu'elle pouvait revêtir. Chez les jeunes filles, on a, des logiques un petit peu qui se rapprochent du michetonnage, donc d'échange de faveurs sexuelles contre des biens matériels. Et c'est jamais, dans leur tête, positionné comme de la prostitution, hein. C'est, je vais faire une fellation, contre un plein d'essence ou, je vais tripoter un pote et puis comme ça il m'amènera, pour aller, à droite à gauche. Ça reste du coup, du travail du sexe, et parfois on a des situations, de prostitution alors, qui peuvent être, au sein d'une famille, par le conjoint et parfois par des jeunes filles elles-mêmes. Moi, ce qui m'a réellement choqué, c'est l'âge auquel ces jeunes filles, disaient qu'elles pouvaient, se prostituer. J'ai des jeunes qui étaient bien en dessous de la majorité civile et bien en dessous de la majorité sexuelle, qu'ils faisaient. Et je pensais à une jeune fille, par exemple, qui avait 18 ans, qui se prostituait depuis un petit moment et qui se faisait passer pour une jeune de 15 ans pour se prostituer. Puisqu'elle disait: «Bah, en fait, ça attire plus, les gens payent plus et ils veulent l'être beaucoup plus discrets. Ce qui fait que moi, ça me fait, plus d'argent». Donc, il faut bien garder en tête que, si on a de la précarité dans les territoires ruraux, finalement, moi avec ma recherche, j'ai l'impression d'avoir juste vu une toute petite pointe d'un iceberg immense de tout ce que les territoires ruraux peuvent dissimuler. Les territoires ruraux, c'est des territoires dans lesquels on a tendance à, cacher une grande partie, des phénomènes. C'est des territoires de l'invisible. Puisqu'on sait notamment que, bah, les réputations se font et se défont, les commérages peuvent être fréquents et donc, bah, tout ce qui est, mal-être, tout ce qui est consommation, de produits psychoactifs, prostitution, violence conjugale dont j'ai parlé, ça reste en trame de fond. Et pourtant c'est un impensé, souvent de la recherche. Alors bien sûr, il y a des choses à faire. Moi, ce que je pourrais, mettre en avant, c'est tout d'abord de plutôt se recentrer sur des politiques de learn first, c'est-à-dire des politiques de retour en formation, plutôt que de forcer, ces jeunes à aller vers l'emploi. Puisque en fait, pour les forcer à aller vers l'emploi, en général, bah, on précarise le marché de l'emploi et c'est pas une bonne chose de précariser le marché de l'emploi. Hem, il faut garder en tête, toujours, que ce sont des territoires qui ont leurs spécificités. Ça ne veut pas du tout dire que, le rural est l'opposé, le négatif, du rural, mais plutôt que, comme je l'ai dit, sur des questions de décrochage scolaire, par exemple, en France, on n'est pas capable de repérer, réellement avec des marqueurs concrets, le décrochage, dans les territoires ruraux puisqu'on a pris des recherches, urbaines et on les a, calquées sur tout le reste. Faire attention que le retour en formation, ait du sens, pour ces jeunes, puisque moi je suis persuadé que le diplôme aujourd'hui protège, même si, on a tendance à plus il y a de jeunes diplômés, plus on participe à l'inflation du diplôme, hein. Quand tout le monde a le baccalauréat, personne ne l'a finalement. On le voit très bien avec le brevet des collèges.
Et il faut absolument penser des politiques d'emploi jeunes qui soient spécifiques aux territoires ruraux et de manière générale des politiques de jeunesse qui soient un petit peu plus cohérentes. Je peux que vous conseiller le très bon bouquin de Camille Penny qui s'appelle Pour une politique de la jeunesse à ce propos. Il faut absolument aussi se concentrer sur les questions de mobilité qui sont extrêmement prégnantes chez les jeunes ruraux qui sont sortis de 1 à 4 ans d'un CAP. On est sur 45 en situation d'emploi lorsqu'ils ont une voiture, 18 lorsqu'ils n'ont pas de voiture. C'est plus du double. Aujourd'hui, la plus grande question pour ces jeunes, c'est le fait d'avoir une voiture. C'est ce qui est le plus discriminant. Un jeune qui n'a pas de diplôme et qui a une voiture a beaucoup plus de chances d'aller travailler qu'un jeune avec un CAP ou un baccalauréat, mais qui n'a pas de voiture en milieu rural. Donc il faut absolument, rendre, possible, cela. Ensuite, sans que la voie de professionnalisation, soit la seule possibilité pour ces jeunes, il faut arrêter de, dénigrer, les voies professionnelles, de considérer que le professionnel est inférieur, aux voies générales et plutôt réinvestir dans des territoires ruraux où en fait, la majorité de la formation se fait dans des voies professionnelles, du moins une part beaucoup plus importante. Laisser le temps, aux décrocheurs, laisser un droit à l'échec. Et bien sûr, je prêche, pour ma paroisse en disant de continuer le travail de recherche et d'expérimentation, sur ces situations. En bref, je parlais, au tout début de ma présentation de violence, chez les jeunes. Si les jeunes peuvent être violents, dans les territoires ruraux comme ailleurs, la violence chez, ces jeunes, elle est subie beaucoup plus que, créée. Ce sont des jeunes qui, sont dans des situations, déjà de violence au sein de leur famille, qui est assez récurrente, qui sont extrêmement violents envers eux-mêmes. Une image très, très négative d'eux-mêmes qui, pour certains, pratiquent, l'automutilation, qui ont des idées noires, qui, ont fait des tentatives de suicide, hem, ou alors, qui subissent, la violence, du monde professionnel, du monde scolaire. Et donc finalement, si violence il y a, quand on la croise avec, la précarité, ben, c'est tout avant tout une violence, que ces jeunes peuvent subir. Je m'arrêterai là-dessus et je vous remercie. Merci Clément pour tes propos et pour l'expression, on va dire, très humaine, parfois dure, mais humaine de réalité observée, puisque c'était l'idée qu'on souhaitait pouvoir convoquer ici aujourd'hui. On n'a pas pour l'instant de questions sur le chat, mais elles vont arriver. Ce qu'on va proposer, compte tenu du timing, c'est de pouvoir enchaîner avec Lénie, puis Christelle, et de faire un paquet de questions-réactions, si vous en êtes d'accord. Comme ça, on évite de déborder a priori. Euh, on revient donc vers toi tout à l'heure, Clément. Lénie, si je crois qu'il y a un écran à Très bien. partager. Alors, j'essaie juste de... Exactement, j'essaie Bien. Est-ce que tu peux mettre éventuellement ton son un tout petit peu plus fort? juste de... Est-ce que vous avez mon écran? Euh, il arrive. Alors, le son, je pense que je suis au maximum, mais je vais essayer Ok, de parler bah un là peu c'est plus bon. fort. Là c'est bon. Merci Lénie. Est-ce que... Oui, c'est bon? Je Bon, te laisse la parfait. parole. Oui. Merci beaucoup. Très rapidement, je vais me représenter. Donc, Lénie Charbonnier, moi, je suis chargé de mission prévention au sein du département de la Gironde et plus précisément au sein du service prévention, insertion, autonomie. Peut-être pour introduire mon propos, je vais prendre le temps de vous présenter un peu les actions menées par ce service du département de la Gironde. Alors, l'idée, c'est pas de faire la promotion de ces dispositifs, mais quand je vais essayer de vous partager quelques constats sur les difficultés de la jeunesse en milieu rural ou les spécificités de l'accompagnement de ce public, il va falloir par moment recontextualiser, un peu savoir de qui on parle. Et je vais vous présenter quelques données chiffrées sur les problématiques recensées en 2023 des jeunes. Mais encore une fois, je ne vous parle pas de tous les jeunes en milieu rural, mais peut-être des jeunes suivis par les éducateurs de prévention spécialisés, et je vais présenter un peu ce dispositif. Donc du coup, le service prévention, insertion, autonomie du département de la Gironde, alors peut-être que je peux agrandir l'écran. On a en fait 3 entrées au sein de ce service, qui est un peu le service, c'est-à-dire
un peu l'action sociale de cette direction de la jeunesse. On a est-ce que mon PowerPoint fonctionne? Oui, oui, ça fonctionne. Enfin, en tout cas, on le voit. Je ne sais pas si tu Oui, souhaitais c'est bon. passer à Très l'image bien. suivante. Non, c'est parfait. C'est juste, j'ai essayé de l'agrandir, mais je pense que ça a bloqué un temps. Donc, du coup, si je reviens sur une présentation rapide de services, prévention, insertion, autonomie, en ce qui concerne les politiques de prévention, il y a un gros volet qui est la prévention spécialisée. Je vais revenir un peu en détail sur cette action. Dans ce volet prévention, donc on a la prévention spécialisée, on a aussi un soutien important accordé aux points d'accueil et coups de jeunes. C'est des dispositifs qui interviennent beaucoup sur les questions de santé mentale des jeunes. Et on a ensuite un autre dispositif qui est le dispositif Jeunes en errance. C'est une petite équipe d'éducateurs qui va à la rencontre de jeunes marginalisés, notamment dans le centre-ville de Bordeaux, et qui vivent bien souvent de la manche, qui sont consommateurs de drogue. On a un second volet qui est le volet insertion, où on va retrouver ici un soutien financier aux missions locales, les aides financières aux jeunes, et un autre dispositif qu'on ne retrouve pas sur tous les territoires, mais qui est assez important en Gironde, c'est les plateformes de repérage et d'accompagnement des demandeurs d'emploi de moins de 30 ans. Et ensuite, un dernier volet, c'est les bourses aux collégiens. Si je reviens de manière un peu plus détaillée sur la prévention spécialisée, très rapidement, donc la prévention spécialisée, c'est un peu le gros hein, de ce service prévention, insertion, autonomie de la direction de la jeunesse. Donc la prévention spécialisée, c'est une mission spécifique qui relève des politiques de protection de l'enfance. La prévention spécialisée, d'une manière globale, c'est ce qu'on appelle les éducateurs de rue. Donc, ces éducateurs interviennent à partir de principes un peu spécifiques. C'est une intervention sans mandat nominatif. C'est pas comme peut l'être l'AED ou le MO, où là, il y a une mesure dessous. Non, quand il y a un accompagnement en prévention spécialisée, c'est sans mandat. Les éducateurs cherchent en permanence l'adhésion des jeunes et il y a un respect total de l'anonymat. Un des piliers aussi de la prévention spécialisée, c'est tout le travail partenarial et l'inscription sur les territoires. Vous avez ici une petite cartographie des zones d'intervention de la prévention spécialisée en Gironde. Donc, on a en fait ici une part très importante des éducateurs qui sont sur la métropole bordelaise. Et ensuite, on a des territoires plus ruraux où on va retrouver des éducateurs de rue. La prévention spécialisée intervient auprès des jeunes 11-25 ans en situation de rupture ou d'isolement, en voie de marginalisation ou déjà marginalisés. En Gironde, ces éducateurs de rue, donc c'est à peu près une centaine de postes. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que c'est en fait une délégation de service public à des associations. C'est 9 associations sur le territoire qui portent cette prévention spécialisée. Et en Gironde, c'est une petite particularité, cette prévention spécialisée fait l'objet d'un schéma départemental spécifique qui a été renouvelé à la fin de l'année 2022. Donc, si je vous présente un peu quelques données, mais très rapidement, puisqu'ensuite l'idée, ça sera plutôt de partager avec vous des constats ou des remontées de ces professionnels de terrain sur la jeunesse en milieu rural ou sur les spécificités de l'accompagnement de ce public. Peut-être simplement pour vous présenter voilà, quelques données sur cette population accompagnée et suivie par les éducateurs de prévention spécialisés. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les données. Peut-être que je peux essayer de zoomer. Sur ces éducateurs sur le public avec qui travaillent les éducateurs de prévention spécialisés, globalement, il y a déjà un volume important sur les territoires ruraux de jeunes rencontrés. Donc, en Gironde, on a à peu près une vingtaine d'éducateurs qui interviennent sur les territoires qualifiés de ruraux. Ils ont rencontré en 2023 à peu près 1300 jeunes. Et sur ces 1300 rencontres, on a 469 jeunes qui sont dits accompagnés, qui bénéficient d'un accompagnement par un éducateur de prévention spécialisé. Si on regarde, alors je répète encore une fois, c'est l'idée, je ne pense pas que ce soit des données qui sont représentatives de l'ensemble des jeunesses sur ces territoires ruraux, mais en tout cas, c'est les caractéristiques des jeunes suivis par les éducateurs de prévention spécialisés hors métropole bordelaise.
Globalement, on a une majorité de jeunes accompagnés qui sont inscrits dans les établissements scolaires et en parallèle, on a à peu près 30% de jeunes qui sont inscrits dans les logiques d'insertion professionnelle. Sur ce public prévention spécialisée, on a à peu près 10%, 8% exactement, de jeunes NEET, donc qui sont ni en emploi, ni en recherche d'emploi, ni en formation. Sur ce public, on a un quart du public qui rencontre, selon les professionnels, des difficultés d'accès au numérique. Et sur les difficultés d'accès à la mobilité, on est à 40%. Là, pour le coup, il y a une vraie différence avec les territoires urbains, puisque si dans les territoires ruraux, on a 40% des jeunes qui rencontrent des difficultés de mobilité, ce pourcentage, il est que de 20% dans les territoires urbains de la métropole bordelaise. Vous avez ici sur ce schéma les problématiques auxquelles sont confrontés, donc ces 370 jeunes, ont été confrontés, ces 370 jeunes, au cours de l'année 2023. Donc, quand on parle de problématiques rencontrées, c'est à la fois soit une demande, soit un besoin identifié par le professionnel. C'est-à-dire que c'est le jeune qui est arrivé en disant, ben voilà, moi je cherche un emploi, j'ai besoin d'un accompagnement pour ça. Ou alors c'est un jeune qui est venu en disant, moi ma problématique c'est simplement d'avoir un logement, mais à côté de ça, les professionnels ont identifié d'autres besoins. Donc ici, sur ces problématiques, ce qui ressort en premier, c'est la question de l'accès aux loisirs, au sport et à la culture. Plus de 50%, donc 53% des jeunes accompagnés par les éducs de Prèves avaient cette problématique. On va retrouver ensuite les relations familiales, les problèmes de comportement, l'emploi, la scolarité et la lutte contre l'isolement social. Je me suis permis simplement de souligner quelques données ici. C'est les items où il y a des vrais écarts entre les jeunes des milieux ruraux et les jeunes de la métropole bordelaise. Par exemple, la question de l'accès aux loisirs, au sport et à la culture, on le retrouve chez plus de la moitié des jeunes des territoires ruraux. On est seulement à 36% sur les jeunes de la métropole bordelaise. Les problématiques de relations familiales, on est à plus de 50% sur les territoires ruraux, alors qu'on est qu'à 39% sur la métropole bordelaise. Et ensuite, sans surprise, on a par exemple la question de l'isolement social qui est plus présent chez ces jeunes. On est à 37%, alors qu'on n'est qu'à 25% sur la métropole bordelaise. Donc du coup, voilà, c'était l'idée un peu de vous présenter les problématiques qui sont recensées par les professionnels de la prévention spécialisée sur ces jeunes vivant sur les territoires ruraux. D'une manière générale, et vous pouvez l'observer, il existe peu de différences, sauf sur certains items, avec les jeunes vivant en milieu urbain. Ça me permet de vous projeter la dernière diapo de ce petit PowerPoint et du coup d'introduire un peu les constats que je voulais partager avec vous. Ces constats s'appuient globalement sur des remontées de terrain, donc des éducateurs de prévention spécialisés, mais aussi des professionnels des PAEJ qui interviennent aussi sur les territoires ruraux. Donc d'une manière générale, ce qu'on peut constater, c'est que les problématiques sont assez similaires qu'on soit sur les territoires ruraux ou les territoires urbains, à l'exception de quelques items. Donc, par exemple, la question de l'isolement social se retrouve sans surprise de manière un peu plus importante sur les territoires ruraux. Quand on regarde de manière plus détaillée, on observe que les problématiques classiques auxquelles peuvent être confrontés les jeunes se retrouvent tant sur les territoires urbains que sur les territoires ruraux. La question des problématiques d'insertion professionnelle, de décrochage scolaire, de rupture familiale. Et même des fois, et ça on en parle quand il y a un événement particulier, mais tout ce qui relève des pratiques à risque, je pense à la consommation de drogue, aux violences, aux pratiques sexuelles ou de prostitution, comme expliquait Clément juste avant, ou la consommation excessive des écrans, tout ce type de pratiques à risque, en fait, on va le retrouver, selon les professionnels, autant chez les jeunes des territoires urbains que chez les jeunes des territoires ruraux. Quand on rencontre ces professionnels donc, qui interviennent sur les territoires dits ruraux, on a souvent l'habitude de dire qu'on retrouve sur ces territoires les mêmes problématiques que sur les territoires de la métropole, sauf que sur les territoires ruraux, en fait, on a des problématiques qui sont accentuées ou majorées par au moins deux facteurs très importants. C'est les problèmes de mobilité des jeunes et la faiblesse de l'offre de services. Très simplement, en fait, quand un jeune est en difficulté ou est confronté à une situation problématique, sur les territoires ruraux, l'accès à un professionnel est forcément plus limité parce que l'offre est moins importante et les problématiques de mobilité empêchent souvent le jeune de se tourner vers d'autres territoires où les
professionnels sont plus nombreux. Et donc, du coup, on a des difficultés qui sont encore plus difficiles à surmonter. En termes de remontée de terrain, une remontée qui est assez partagée par ces professionnels des territoires ruraux, c'est une problématique liée aux soins qui est encore plus marquée dans les territoires ruraux que sur la métropole bordelaise, que ce soit en médecine généraliste, médecine spécialisée, et notamment sur les questions de santé mentale, où ce qui est aussi remonté, c'est que si globalement on observe un renoncement aux soins qui augmente un peu dans tous les domaines. Sur la question de la santé mentale, il y aurait aussi une dimension qui relèverait d'une acceptation, une démocratisation en fait de la santé mentale un peu sur les territoires ruraux, où là on est loin d'avoir quelque chose de démocratisé. Sur toujours la question de la santé, pour beaucoup des professionnels, en fait, la santé est un peu identifiée comme le premier frein à l'insertion sociale ou professionnelle. Je vous parlais des plateformes qu'on appelle Réagi, qui sont des plateformes de repérage et d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Pour une part non négligeable des accompagnements, le premier travail, c'est de mettre en place des démarches afin d'obtenir une reconnaissance MDPH. Quand je prends la question de la santé mentale, je vous disais, le département soutient de manière conséquente les points d'accueil et d'écoute jeunes, donc les PAEJ, qui bien souvent c'est des psychologues qui interviennent dans ces structures pour proposer des temps d'écoute aux jeunes. Là, les professionnels nous feront remonter que face à ces difficultés d'accéder à des professionnels de santé, finalement, ils se retrouvent assez rapidement dans un glissement d'une position ou d'un champ de la prévention vers le domaine plutôt du soin. En tout cas, cette problématique de la santé est très régulièrement remontée par les professionnels de terrain. L'autre constat, c'est la question de la mobilité. Et là, je pense que je vais rien vous apprendre de particulier, mais sur ces territoires, quand on parle de la mobilité, il y a au moins deux dimensions, c'est-à-dire des difficultés concrètes d'accès à la mobilité, l'absence de transport en commun ou des difficultés à passer le permis, faute de moyens financiers ou par méconnaissance des aides existantes, ou alors souvent la difficulté à mobiliser les jeunes sur un temps long. Mais sur la mobilité, il y a aussi une question importante qui se pose, c'est la question de la dimension psychologique. C'est-à-dire qu'on a les professionnels sont souvent confrontés à des jeunes qui ont une capacité très limitée à se projeter hors du territoire. Voilà, régulièrement, les jeunes font remonter que c'est pas une question de distance, mais un jeune vivant sur une commune certains jeunes vivant sur des communes de la métropole bordelaise ont du mal à se projeter sur un déplacement dans le cœur de la ville de Bordeaux, ou alors des communes qui sont finalement pas très éloignées de Bordeaux, 20 minutes en train, mais finalement, pour ces jeunes, c'est très compliqué de se projeter dans un déplacement vers la ville de Bordeaux. Et ces difficultés de projection vers l'extérieur, finalement, conduit les jeunes par moments à renoncer à certaines solutions qui semblent plus adaptées, ou à certains services, on va dire, de meilleure qualité, pour favoriser une solution plus locale. Et c'est notamment ce qui se passe sur les questions d'orientation ou de formation. Mais par moment, on peut avoir des jeunes qui vont choisir un peu une orientation par défaut, mais voilà, cette filière au moins elle est présente sur ce territoire, plutôt que d'aller vers une ville un peu plus éloignée, qui peut être Bordeaux, où là on va avoir un catalogue de formations proposées beaucoup plus large. Sur ce point de la difficulté de projection hors du territoire, je ne suis pas sûr que ce soit étonnant, mais en fait, finalement, les professionnels, notamment les éducateurs de la prévention spécialisée, ont pu nous dire que en fait, cette problématique de difficulté de projection hors du territoire se retrouve aussi chez les jeunes des quartiers politiques de la ville, où on aurait encore une fois ces difficultés de projection hors du territoire, hors du quartier. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur les problématiques des jeunes, les problématiques remontées par les professionnels de terrain sur ces jeunes des territoires ruraux. Simplement, je voulais encore une fois partager quelques constats avec vous. C'est la question des spécificités du repérage ou de l'aller vers les jeunes sur les territoires ruraux.
Donc, comme je vous l'ai dit, les éducateurs de prévention spécialisés interviennent principalement par l'intermédiaire du travail de rue. C'est-à-dire qu'ils vont à la rencontre des jeunes par le travail de rue. Quand on intervient en milieu rural, il est nécessaire, voire indispensable, de mettre en place des canaux de rencontre beaucoup plus variés. Sur les territoires urbains, sur les quartiers de Bordeaux, les éducateurs, bien souvent, ils ont simplement à se rendre sur le quartier et les jeunes, ils vont les rencontrer. Quand on est sur des territoires plus ruraux, mais finalement, les jeunes occupent beaucoup moins l'espace public. Euh, les jeunes sont physiquement un peu plus repliés sur la sphère privée. Et du coup, pour aller à la rencontre de ces jeunes, il est important de multiplier les canaux de rencontre. Pour les professionnels de la prévention spécialisée qui interviennent en milieu rural, il est indispensable en fait de mettre en place du travail de classique, du travail partenarial, travailler autour d'actions collectives qui peuvent générer des regroupements de jeunes sur les territoires, ou encore de développer une présence sur les réseaux sociaux pour aller à la rencontre de ces jeunes. Sur la question d'aller à la rencontre des jeunes, on entend très souvent la nécessité d'aller vers les jeunes dits invisibles. Dans nos échanges, nous, avec les professionnels de terrain, ils nous font remonter régulièrement que finalement, il existe très peu de jeunes n'ayant jamais rencontré un professionnel d'une structure. Selon ces professionnels, c'est plutôt l'idée qu'à un moment donné, il y a eu une rencontre avec un professionnel, mais que cette rencontre n'a pas porté ses fruits et que l'accompagnement n'a pas été mis en place. Et c'est à ce moment que le jeune commence à sortir des radars. Mais ça va rejoindre ce que disait Clément. En fait, il existe en Gironde, mais comme partout en France, des réalités très différentes en fonction des territoires. Par exemple, si je reviens un peu sur la cartographie de tout à l'heure, grandir ici dans le Médoc, donc c'est un territoire rural, ou grandir dans le Libournais, Castillon, Sainte-Foy-la-Grande, on est sur des réalités très différentes. Et effectivement, être confronté à des difficultés sur ces territoires, c'est vécu de manière très différente en fonction de ces zones. Donc, on parle du Sud Gironde aussi, qui est un territoire très rural. Et pourquoi c'est vécu de manière très différente? Simplement parce que l'écosystème d'acteurs locaux est aussi très variable. Si je prends le Libournais, par exemple, on a des politiques jeunesse qui ne se limitent pas uniquement à des politiques tournées vers l'enfance ou la petite enfance. On a des acteurs qui sont peu nombreux, mais qui semblent assez coordonnés et qui finalement couvrent un peu l'ensemble des champs. L'insertion, les difficultés d'emploi, la question de la protection de l'enfance. À côté de ça, si je prends le Médoc, on a un territoire où les acteurs sont très peu nombreux. Les acteurs ne semblent pas toujours bénéficier d'un soutien des collectivités locales. Et surtout, il manque sur ces territoires des instances de concertation. L'autre point que je voulais aussi partager avec vous, qui est l'avant-dernier ici, donc les pouvoirs publics dépendants de l'écosystème local d'acteurs, bien souvent, pour les collectivités comme le département, intervenir sur les politiques volontaristes, c'est avant tout accorder un soutien financier par le biais de subventions ou d'appels à projets à des acteurs locaux déjà en place. Pour ça, du coup, le premier élément nécessaire, c'est d'avoir des acteurs locaux sur ce territoire. Quels que soient les domaines, quand on lance un appel à projet, forcément, Gironde, on sait que le territoire de du Sud Gironde ou du Médoc, on va avoir très peu d'acteurs qui interviennent auprès de la jeunesse, qu'on va pouvoir accompagner ou soutenir financièrement. Et ensuite, le dernier point peut-être que je voulais partager avec vous sur les difficultés d'accompagnement des jeunes en difficulté, mais c'est un constat qui est partagé entre collègues et qui est probablement pas propre aux jeunes des territoires ruraux, mais bien souvent les jeunes ont le sentiment qu'il existe peu de dispositifs ou d'outils qui pourraient les aider face à une difficulté. A contrario, de notre niveau de technicien d'une collectivité territoriale, on peut avoir le sentiment que tous les dispositifs existants couvrent l'ensemble des situations problématiques des jeunes. On a un peu l'idée qu'en fait,
la difficulté première, c'est de rendre accessible, de donner de l'information sur les dispositifs et outils existants que les jeunes pourraient mobiliser et pour chaque dispositif. Et c'est le cas au niveau de mon service. Il y a un taux de non-recours assez important. Un non-recours qui est des fois un peu difficile d'expliquer, même si les raisons classiques, c'est-à-dire le manque d'information ou la lourdeur de certaines démarches, reviennent de manière récurrente. Voilà un peu les éléments que je voulais partager avec vous. Donc, sur ce dernier point, c'est le constat et ce qui est fait ou ce qui est porté, c'est surtout de se dire, mais, en fait, c'est compliqué d'aller informer l'ensemble des jeunes d'un territoire. Donc, il faut travailler surtout à l'information des professionnels de terrain. Mais là, encore une fois, c'est une intention intéressante, mais on est souvent confronté à la réalité de professionnels qui tournent beaucoup sur les structures, des dispositifs qui sont ajustés ou modifiés, ce qui fait que la connaissance qu'on avait d'un dispositif à un instant T est plus bonne quelques années après. Et donc là, on a encore une nouvelle difficulté. Alors, je ne sais pas si j'étais Merci beaucoup, Lénie. trop long, un peu Non, les non, éléments c'était pas que je trop long, partage. c'était une vingtaine de minutes, c'était parfait. C'était très complémentaire à l'intervention de Clément qui a étudié les parcours des jeunes. Tu amènes là le champ de professionnel et l'accompagnement de ces jeunes ruraux. Et je vais laisser la parole donc à Christelle Jamet qui, en plus, elle, va amener d'autres informations, notamment ta conclusion sur le non-recours, l'aller vers, l'information. La mission locale de l'Ardèche méridionale a eu plusieurs expérimentations là-dessus. Donc, Christelle, si c'est bon pour toi, je sais que tu as un support à partager. Est-ce que ça fonctionne? Oui, bonjour. Mais, je ne le trouve pas. Je suis tellement. Enfin, je ne le trouve pas quand je veux partager. Alors, attendez. Ah, Ah, si, je crois que c'est c'est bon. bon. Bon, d'accord. Je te Euh, remercie. Je te laisse 15-20 minutes. Et puis, donc, Ellie, on a bien vu la question dans le chat. Je propose qu'on prenne toutes les questions à la fin, après l'intervention de Christelle, voilà, pour les débats. Merci beaucoup. bonjour à tous et toutes. Donc, Christelle Jamet, je suis directrice de la mission locale Ardèche méridionale. Euh, donc, une mission locale accueille, oriente et accompagne les jeunes sortis du système scolaire qui ont terminé leurs études de 16 jusqu'à 25 ans, voire 30 ans pour certains dispositifs. Dans un premier temps, je voulais vous présenter le territoire sur lequel on intervient, parce que ce n'est pas neutre en termes et d'organisation, mais aussi de problématiques et de réponses que l'on tente d'apporter pour ces jeunes, pour le territoire au-delà des politiques publiques. L'Ardèche méridionale, donc on est sur le sud du département. On intervient sur un territoire qui est très rural, d'une part sa densité de population, hein, parce qu'on compte un peu plus de 39 habitants au kilomètre carré. Je crois qu'au niveau national, on doit être à 100. Une géographie de massif, ce qui va engendrer des problématiques évidemment de mobilité, et puis des lieux d'habitation qui sont très dispersés et qui ne sont pas continus, j'allais dire, euh, avec aussi la difficulté de pouvoir accéder à un certain nombre de services, dont les services publics. Et pour rebondir aussi un petit peu sur ce que disait Lénie Charbonnier, les services médico-sociaux aussi, c'est une difficulté d'accès pour l'ensemble de la population, d'autant plus qu'il y en a de moins en moins. On a un niveau de vie qui est moyen, qui est inférieur aux zones urbaines et aux autres zones aussi de l'Ardèche de manière globale. Une insuffisance des transports publics, mais aussi de réponse en termes d'alternatives à ces transports publics sur le territoire. Je pense que c'est un réel sujet pour l'Ardèche méridionale. On avance, mais pas assez rapidement, à mon sens. Un tissu économique aussi qui est composé d'une part de très, très petites entreprises et marqué aussi par une forte activité saisonnière, avec la difficulté aussi d'accéder à l'emploi, j'allais dire de manière générale, parce que toujours en lien avec la mobilité, parce que justement
toute cette activité saisonnière, elle est aussi dispersée sur l'ensemble du territoire. Alors globalement, on a une augmentation de la population d'Ardèche méridionale, mais pour autant, alors une augmentation de la population, pardon, sur des tranches d'âge qui sont plutôt à partir de 39 ans, mais pour autant, en effet, la part des jeunes, elle est en diminution. Une exclusion du marché du travail qui touche fortement les jeunes. Je vous ai mis la donnée du taux de chômage avec la représentation des jeunes, mais aussi un taux de pauvreté et de précarité chez les moins de 30 ans qui est supérieur en effet à celle des autres tranches d'âge. La mission locale Ardèche méridionale, donc comme je vous le disais, on est quand même sur un territoire qui est très rural. Je vous ai mis différentes cartes là. La première concerne en effet les zones de revitalisation rurale. Toute notre zone d'intervention est touchée par les ZRR, sauf la communauté de communes du bassin d'Aubenas, qui est donc Aubenas, la ville-centre, qui compte à peu près 13 500 habitants, avec un tout petit quartier prioritaire de la ville. Et puis, en effet, donc, comme on est sur un territoire qui est très rural, eh bien, la décision aussi des élus de la mission locale qui porte l'association a été de pouvoir développer des lieux de permanence sur l'ensemble du territoire pour le mailler, évidemment, ce territoire, et puis réduire quand même quelque part, évidemment, l'accès à la mission locale pour ces jeunes par rapport, évidemment, toujours à la problématique de mobilité. Sur cette carte aussi, enfin, les deux cartes, là, je vous ai mis aussi les lignes de transport en commun. Pour se rendre compte aussi entre le nombre de jeunes, où sont les jeunes que l'on accompagne, où sont nos permanences et quelle possibilité, j'allais dire, de mobilité, en tout cas de transport en commun, ces jeunes ont. Et on pourrait même rajouter par-dessus, j'allais dire, c'est un filtre lié aussi à la géographie, ce qui explique aussi pourquoi des fois on peut avoir évidemment certains manques entre le nombre de jeunes que l'on accompagne et puis la part aussi des jeunes donc, qui sont non insérés. On voit bien qu'ils sont très dispersés. Ils sont aussi bien évidemment présents beaucoup sur les bourgs-centres, mais pas uniquement. Voilà, ce qui pose quand même aussi des questions d'accès aux services qui ne sont pas neutres. Nous, au niveau de notre mission locale, c'est la quatrième carte que je vous présente, à savoir où sont les jeunes que l'on accompagne. Donc en 2023, on a accompagné un peu plus de 1300 jeunes. Donc plus de jeunes hommes que de jeunes femmes, même si en effet, cette année, on a observé une augmentation du nombre de jeunes femmes que l'on accompagnait. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. 6% quand même ont une reconnaissance donc, de travailleurs, de qualité pardon, de travailleurs handicapés, ce qui pose quand même pour nous, ce qui n'est pas neutre pour notre mission locale. On se rend compte depuis plusieurs années qu'on a de plus en plus en effet de jeunes qui relèvent d'un handicap, qu'il soit reconnu ou pas. Je vous ai mis quelques données, évidemment, concernant aussi la mobilité des jeunes, puisqu'on a uniquement 28% qui déclarent avoir obtenu leur permis de conduire, 24% possèdent une voiture et 34% déclarent n'avoir aucun moyen de locomotion. Parce qu'au-delà d'avoir obtenu le permis, encore faut-il après avoir en effet les moyens d'avoir une voiture, de l'assurer et d'effectuer en effet les réparations nécessaires quand il se doit. Ce qui pose aussi un certain nombre après de difficultés dans le cadre, évidemment, là, toujours d'accès aux services. Et 50% en effet des jeunes que nous accompagnons sont sans certification. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences ou qu'ils n'ont pas un niveau de qualification, mais en tout cas, un jeune sur deux que l'on accompagne n'a pas validé son diplôme. Je vous ai fait un petit focal aussi en termes de nombre d'entrées dans les différents dispositifs, mais j'y reviendrai dans un second temps quand je parlerai peut-être des politiques publiques. Là, ce sont le CEJ, PACA, PPAE. Ce sont les différentes modalités en effet d'accompagnement contractualisé que l'on peut avoir avec les jeunes. Ce sont des dispositifs, enfin des politiques publiques qui sont avant tout des politiques publiques
emploi, dans le sens où l'objectif, c'est bien évidemment de permettre à ces jeunes d'accéder à un emploi avec des modalités d'accompagnement particulières renforcées, de droits et devoirs, mais j'y reviendrai peut-être dans un second temps. Ce que l'on constate aussi au niveau national et au niveau des jeunes que l'on accompagne, au niveau de la mission locale Ardèche méridionale, c'est qu'on a de plus en plus de porosité entre le fait d'avoir un statut scolaire, et j'allais dire presque un statut pour certains de décrochage, hein, et le fait de pouvoir accéder à l'ensemble des dispositifs et des outils de la mission locale. Il y a vraiment un renforcement du partenariat entre l'éducation nationale qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes qui sont encore scolaires, qui sont en phase de décrochage, peuvent aussi être en co-accompagnement avec la mission locale et de fait pouvoir avoir accès à un certain nombre de dispositifs, ce qui peut avoir un intérêt pour certains. L'objectif, hein, on le sait, c'est d'éviter en effet les ruptures dans les parcours. Même si on sait que de toute façon, à un moment donné, ce n'est que mon point de vue, mais je pense que quand un jeune décroche du système de l'éducation nationale, il a aussi besoin d'un temps, j'allais dire, de latence, et a besoin d'un temps enfin, pas forcément d'être en lien avec un certain nombre d'acteurs, et a besoin d'expérimenter aussi avant peut-être à un moment donné de raccrocher avec les institutions. Je voulais quand même aussi, voilà, juste par rapport à toutes ces données-là, nous, on peut aujourd'hui déjà identifier en termes de précarité. Je voulais d'abord, avant de rentrer dans cette problématique, enfin, dans ces précarités, peut-être dire aussi qu'au niveau de la mission locale, on est bien sur des jeunes qui sont en construction. On est sur une phase de la jeunesse, parce que comme je vous le disais, nous, on s'arrête à 25 ans, parfois jusqu'à 30 ans pour certains dispositifs. On est bien sur des jeunes qui sont en construction dans leur parcours d'autonomie et d'indépendance. Je pense qu'on a plus que conscience que ce sont des parcours qui vont demander du temps, parce qu'ils sont dans de la construction, ils sont dans l'expérimentation. Et au sein de la mission locale, nous, on estime qu'ils ont droit à l'échec à des moments donnés, mais c'est après comment est-ce qu'en effet ils arrivent à rebondir vis-à-vis de ces échecs, quels enseignements ils en tirent et comment on continue ensemble après à les accompagner. Les précarités, nous, que l'on rencontre, que les jeunes surtout, pardon, rencontrent, et qui sont en augmentation, sont tout ce qui va concerner les problématiques en effet de santé mentale, de fragilité psychosociale et de souffrance et de pathologie aussi psychiatrique, et d'autant plus après la période Covid. On a vraiment eu des jeunes qui, déjà, pendant cette période-là, ont été vraiment très fragilisés. Et on a vraiment ressenti sur le post-Covid une augmentation, en effet, de ces problématiques-là. Précarité aussi évidemment financière, qui est en lien avec l'accès à l'emploi, à mon sens, et au maintien à l'emploi. Parce que la précarité aussi, même si quand on a un emploi, c'est ce que disait Clément dans la première partie, hein. Pour autant, ces jeunes-là, le maintien dans l'emploi n'est pas une évidence pour eux, parce qu'on est dans un territoire, en effet, où on a aussi énormément de précarité des contrats proposés. La précarité financière, pour que vous ayez aussi une idée, on a, nous, au travers différents outils, que ce soit des allocations dans le cadre de la contractualisation de l'accompagnement, ou bien dans le cadre du FAGE, qui est un outil donc porté par le département de l'Ardèche. Ce sont sur notre territoire plus de 700 000 € qui ont été alloués aux jeunes au travers de différents dispositifs pour faire face à leurs difficultés, qu'elles soient, j'allais dire, ponctuelles ou au contraire, en effet, qu'elles s'inscrivent aussi dans le temps. Des précarités aussi qui sont liées à des parcours, on va dire, avec des histoires de famille et de violences intrafamiliales qui amènent aussi des difficultés dans la construction de leur parcours social et professionnel.
Et puis la décohabitation et l'accès et le maintien dans le logement, qui est vraiment une difficulté pour ces jeunes-là. Et la problématique, évidemment, de la mobilité qui est toujours en filigrane. Ce qu'on voit émerger aussi en dehors de ces précarités, ce sont aussi des jeunes qui sont en quête d'identité sexuelle. Et cette quête d'identité sexuelle, elle est beaucoup plus visible, elle est beaucoup plus affirmée qu'avant. Et ça pose aussi la question de la reconnaissance sociale, administrative et toutes les questions aussi qui sont liées à la discrimination. Il me semble que c'était aussi important de pouvoir aborder ce sujet-là. Je pense aussi que dans nos territoires ruraux et en Ardèche méridionale, on a un parcours où le territoire il est vécu différemment. Le territoire, je pense que globalement, de toute façon, il est central, d'une part, dans les modalités d'organisation et des modes de vie, que ce soit en termes de relations humaines, sociales, et il est aussi central dans le choix du travail. Les relations sociales, parce qu'en effet, on est sur un territoire rural et on peut avoir des stigmatisations liées en effet à des histoires aussi de famille qui vont aller de génération en génération parfois. On a une réputation qui est des fois difficile en effet à contrer. À partir du moment où aussi on sort du système scolaire, eh bien, il peut y avoir un délitement des liens sociaux très rapidement. Et puis, à l'inverse, parce que les parcours aussi sont singuliers, on peut avoir aussi pour autant des relations sociales qui vont se maintenir parce que, on a une famille aussi qui est très aidante et des amis qui sont aussi dans un cercle proche géographiquement. Et ce choix aussi, enfin, ce parcours du territoire vis-à-vis du travail, c'est-à-dire qu'à partir du travail, on va construire son parcours professionnel qui va s'inscrire sur le territoire, et parce qu'on a aussi, en effet, une stratégie de vivre au sein du territoire et comment on s'y adapte en fonction des ressources du territoire. Donc, on voit bien que là, on a des territoires qui peuvent être vécus comme un choix de vie parce que ça amène une qualité de vie. Ça a beaucoup de jeunes, en effet, partie des jeunes qu'on peut accompagner sont vraiment dans ce discours-là. Il peut être vécu évidemment aussi comme un piège, donc c'est comment on s'en sort et comment on en sort avec les difficultés en effet liées à la mobilité, qu'elles soient géographiques, psychiques, psychologiques ou physiques. Et puis le territoire qui peut être vécu aussi en opposition à la ville. Donc là, on a des difficultés parfois à le quitter parce que ça veut dire que si on le quitte, c'est aussi, on parlait de mobilité psychologique, je pense qu'on y est vraiment dedans. C'est si je le quitte, c'est pour me former, c'est pour aussi en effet pouvoir m'y inscrire, mais avec toute la peur que ça peut aussi engendrer. On avait travaillé avec la dette sur justement la manière dont les jeunes s'interrogent, enfin, qu'est-ce qui était pour eux le travail, qu'est-ce qu'ils mettaient derrière le travail, la valeur au travail, pour pouvoir aussi mieux cibler après peut-être des stratégies. Et ce qu'on avait fait ressortir, c'était ces trois profils au niveau de l'Ardèche méridionale. On pouvait avoir des jeunes donc, qui étaient en recherche de stabilité. C'était vraiment pour eux partager des valeurs, se faire connaître, s'épanouir. C'était vraiment l'inscription sur un territoire la plupart du temps. Comment aussi, à un moment donné, le travail pouvait leur permettre de gagner en autonomie et en confiance en soi, puisqu'on est quand même beaucoup aussi sur ces questions de confiance en soi par rapport à ces jeunes. Et le travail, l'emploi il y avait de toute façon une étape avant qui était celle en effet de la formation, parce qu'il faut pouvoir aussi avoir des compétences, et puis et un travail aussi pour se faire entendre, puisqu'on était aussi sur des questions de valeurs et de choix du travail en fonction aussi de valeurs liées à l'activité professionnelle que l'on pouvait donc tenter de choisir. Les modalités après nous d'accompagnement que l'on peut proposer,
Elles sont, j'allais dire, celles des politiques publiques de l'emploi, mais pas uniquement, hein, mais politiques de l'emploi et de la formation. Donc la contractualisation de l'accompagnement au travers entre autres le contrat engagement jeune, qui est quand même aujourd'hui, on voit bien aussi une modalité d'accompagnement qui va aller bien au-delà des jeunes, puisque dans le cadre de la loi pour le plein emploi, eh bien, ça va être la seule modalité d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi, dont aussi les bénéficiaires du RSA, hein, ce qui pose quand même un certain nombre d'interrogations derrière. Et on voit bien que de manière globale, par rapport à ces politiques publiques, la question de la ruralité, elle n'est absolument pas prise en compte. Je reviens un petit peu au niveau de la question de la mobilité derrière. C'est-à-dire qu'au niveau du contrat engagement jeune, la contractualisation amène à ce qu'il y ait des questions de droits et de devoirs. Bien évidemment, le devoir, en effet, enfin, les devoirs dans le cadre de ce contrat engagement jeune, c'est qu'il y ait une mise en mouvement, j'allais dire, de ces jeunes entre 15 à 20 heures par semaine. 15 à 20 heures par semaine, ça veut dire qu'ils vont pouvoir, nous, en tout cas au niveau de la mission locale, on va leur proposer un certain nombre d'ateliers collectifs, des entretiens. Et dans ce cadre-là, évidemment, cette offre de services qu'on propose aux jeunes, on ne va pas pouvoir la déployer sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de nos permanences, mais on va se focaliser évidemment sur la ville-centre qui est Aubenas, parce que aussi, on a une grande partie de nos jeunes qui peuvent quand même, via les transports en commun, y accéder, mais pour d'autres jeunes, ça pose un réel problème de pouvoir en effet accéder à cette offre de service. Donc, la question de la ruralité, elle n'est pas prise en compte justement dans ces politiques publiques. Et on se retrouve aussi à devoir et à vouloir aussi adapter au mieux ces politiques publiques par rapport à des questions de ruralité. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes exigences. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait au niveau de la mission locale Ardèche méridionale et on l'assume totalement. On n'a pas les mêmes exigences en termes, à un moment donné, de mise en mouvement pour des jeunes qui ont accès à l'ensemble des services de la mission locale, mais pas que de la mission locale, hein, qui ont des difficultés de mobilité ou pas. On ne va pas du tout être sur les mêmes exigences avec eux, parce que l'objectif, c'est aussi de ne pas que ce parcours-là d'accompagnement, ça ne soit pas un parcours qui soit un parcours d'échec où à un moment donné, on va leur dire, on stoppe en effet cette contractualisation de l'accompagnement pour repartir sur un autre type d'accompagnement, mais de faire en sorte en effet que ça soit pour eux aussi une manière d'avancer petit à petit dans leur parcours et de lever un certain nombre de difficultés. Et dans ce cadre-là, je pense qu'au niveau des missions locales, on a en effet un rôle de mise en œuvre de politiques publiques, mais on a aussi un rôle d'adapter au mieux ces politiques publiques à partir des réalités de territoire que chacun peut observer et analyser. Après, notre marge de manœuvre pour pouvoir répondre aussi à ces jeunes et aux différentes problématiques qu'on peut rencontrer, c'est comment est-ce que on arrive, nous aussi, à trouver des moyens supplémentaires pour mettre en place des actions, des projets qui permettent d'une part de mobiliser et de les remobiliser dans des actions qui ne vont pas être justement des actions, j'allais dire, de politique publique, emploi, formation, insertion, mais beaucoup plus sur des aspects de remise en mouvement au travers d'outils plutôt plus expérimentaux ou pas innovants, mais je dirais plus expérimentaux, puisqu'on développe donc différents, comment dirais-je, partenariats locaux avec, sur notre territoire en tout cas, un cirque social avec l'art d'enfer, où l'objectif, c'est vraiment de travailler sur de l'accès à, comment dirais-je, à une autre offre culturelle, mais aussi à une autre découverte du territoire et des métiers. Et puis, en parallèle aussi, pour vous donner un exemple, on a beaucoup travaillé avec le PNR cette année sur des actions de découverte du territoire et des métiers.
Et on a fait le bilan hier avec les jeunes, avant toute chose. Et ce qui a intéressé les jeunes accompagnés par la mission locale, parce qu'il y avait aussi des jeunes qui venaient donc du lycée agricole d'Aubenas, c'était le fait en effet que ça leur a permis de rompre aussi un isolement social auquel ils étaient confrontés. Et c'est eux qui le disaient hein, très clairement. Le fait aussi de mixer entre guillemets des publics entre scolaires et non scolaires, ça les a beaucoup intéressés. Et le fait aussi de partir comme ça sur la découverte de territoire et de rencontrer des professionnels et des artisans locaux, c'était aussi pour eux ouvrir les champs du possible. C'est pour ça que je reviens au fait que ce sont des jeunes qui sont en construction, qui vont tester des choses, vont parfois en effet se rendre compte que ça ne leur convient pas, revenir. Et je pense que c'est vraiment le rôle que l'on a. Et c'est de pouvoir en effet leur donner les moyens de se tester et d'expérimenter. Et notre rôle, me semble-t-il aussi, c'est de faire remonter aussi toutes les problématiques que les jeunes et les difficultés que les jeunes peuvent rencontrer sur ces territoires ruraux, pour aussi faire bouger les lignes et les réponses que peuvent apporter aujourd'hui les politiques publiques. J'ai le sentiment que la ruralité et les jeunes en situation, en précarité et en ruralité deviennent un peu plus un sujet aujourd'hui qui est sur le devant de la scène politique. Et il y a à peu près un mois, l'IGAS est venu sur le territoire puisqu'ils sont en train en effet de rédiger un rapport sur cette question-là. Donc, j'ose croire que dans un avenir prochain, on aura aussi des réponses euh, publiques qui prendront en compte cette question de la ruralité pour permettre en effet aux jeunes de mieux vivre cette ruralité et de pouvoir accéder à l'autonomie et à l'indépendance peut-être plus rapidement, en tout cas en ayant plus de réponses sur leur territoire et qu'ils puissent s'inscrire en effet plus facilement sur leur territoire. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Ça a été peut-être un peu décousu. Je m'en excuse. Merci beaucoup, c'était parfait. C'était pas du tout décousu et c'était dans la continuité des interventions précédentes. Il est 11h45, donc je vais assez vite rebondir sur la question qui a été posée donc par Ellie dans le chat, qui était à destination de Clément, la première intervention, qui te questionnait sur du coup ton terrain, les aspects que tu avais identifiés, les vulnérabilités des jeunes que tu avais identifiés, si suite à d'autres travaux de recherche, c'était vérifié et vérifiable dans d'autres territoires ruraux ou c'était spécifié à ton terrain. Et puis, il y a d'autres questions. Je vois Manu, il a une liste longue comme le bras aussi derrière. Donc, moi aussi, j'en ai. Il y en a plein. Heu, merci beaucoup pour cette question. Moi, ce que j'ai essayé de faire, du coup, c'est de me mettre sur 3 départements qui étaient, des réalités rurales très différentes. On a la Gironde qui est quand même, plutôt, si on prend vraiment son statistique, hein, plutôt attractive, qui a une économie, un petit peu porteuse et à l'inverse, j'avais la Creuse qui, par exemple, a une démographie, plutôt négative, qui rencontrent parfois des situations, de précarité, avec une ruralité qui est beaucoup plus, profonde. Donc, j'ai essayé en fait de varier. J'ai fait aussi en Charente avec, une hétérogénéité sur ce département et donc en variant, les différents lieux, j'ai essayé de différencier ce qui pouvait être de l'aspect local, des particularités locales et puis des particularités qui étaient rurales. En clair, quand sur des territoires ruraux, j'avais quelque chose qui se répétait, pour moi, ça devenait, une particularité qui pouvait être rurale, si on ne l'observait pas dans les territoires urbains. Par contre, si je vous dis, parce que j'ai étudié les territoires, ruraux, de Gironde, eh bien la ruralité, c'est là où il y a des vignes, et ben, c'est pas le cas partout. Donc il faut faire, je pense qu'il faut faire, extrêmement, attention et c'est pour ça que c'est une question intéressante à pas considérer que parce qu'on étudie un territoire, rural et ben, la ruralité se comporte partout de la même manière. C'est pour ça que, moi j'ai toujours fait gaffe de comparer
du coup, mes travaux avec la littérature existante sur d'autres territoires et de comparer les territoires entre eux. Et quand là, les éléments desquels je parle, eh bien, c'est des éléments qui ont, pour moi, été vérifiés comme étant des éléments de la ruralité, même si elle peut s'exprimer de manière différente, parce que évidemment, on a toujours l'impact du local qui vient par derrière, un petit peu, modifier les choses. Si on est, à Oléron, sur l'île d'Oléron, et ben, ça sera pas forcément exactement la même ruralité parce qu'on a des modalités qui viennent s'ajouter derrière. Mais moi, ce que j'essaie, c'est de faire la base un peu lisse de tout ça. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Emmanuel qui a Alors, oui, en fait, je prends plein de notes parce que j'adore ça et j'ai du coup plein de questions, mais je vais pas monopoliser la parole. Simplement, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans les trois regards que vous nous proposez, c'est que, en fait, sans faire un cours, en géographie, on s'est souvent, en géographie ou sur l'aménagement du territoire, globalement, on s'est presque souvent affranchi du déterminisme géographique, c'est-à-dire de la question de ce que vous avez évoqué, des reliefs, des cours d'eau, des vallées, de la dispersion, des endroits où il y a du regroupement ou pas. Et là, vous nous racontez presque tous une réalité qui est de dire, mais il faut d'abord regarder le territoire, sa population, ses organisations, y compris en termes d'accompagnement, d'éloignement, de distance, des choses comme ça. Je trouve ça frappant. Du coup, j'avais une question qui était de cet ordre-là. Dans cette géographie, je me suis posé la question en écoutant à la fois Lénie et puis Christelle aussi. Est-ce que vous observez des différenciations géographiques, notamment associées au fait que les garçons dans les mêmes géographies et les filles n'ont pas nécessairement les mêmes, on n'observe pas nécessairement les réalités? Et j'émets une hypothèse toute bête, mais par exemple pour l'Ardèche, Christelle, tu as évoqué qu'il y avait une dispersion des NITS. Et moi, je me disais, est-ce que les filles s'en sortent mieux dans un territoire rural, mais qui est quand même très empreint de la place du tourisme, dans le sud Ardèche notamment, ou pas? Voilà. C'est-à-dire, en gros, est-ce que cette différenciation géographique, il y a en plus une différenciation, on va dire, à la fois sociale, comme Clément nous l'a évoqué, mais aussi genrée. Alors, je ne saurais pas répondre par oui ou par non, j'allais dire. Mhm. Moi, ce qu'on peut observer, c'est que d'une part, on a quand même des filles et des jeunes femmes qui sont peut-être plus mobiles que des jeunes hommes. Euh, Par rapport à ce que disait Clément, par contre, sur le fait, en effet, sur les données que lui avait, alors attention, hein, moi, ça ne concerne que les jeunes que nous accompagnons. Ce que j'ai remarqué, c'est alors voilà, on avait 48% de jeunes femmes en accompagnement et 52% c'était des jeunes hommes. Que ce soit pour l'accès à la formation ou l'accès à l'emploi, par contre, on n'avait pas de différenciation. C'est-à-dire qu'on restait sur la même proportion. On n'avait pas forcément moins de jeunes femmes qui accédaient à l'emploi ou à la formation. En tout cas, par rapport, toujours, attention, hein, moi je reste bien sur les jeunes que nous accompagnons. Oui. Ouais, ok. Ce qui veut dire, j'ai le, je pense alors, par contre, ce qui est une réalité, c'est que on a comme, je pense que c'est pas lié uniquement à l'Ardèche, à l'Ardèche méridionale, mais à l'Ardèche, je vais dire, voilà, c'est qu'on a quand même des jeunes femmes qui sont plus qualifiées que les jeunes hommes et qui ont un niveau aussi de diplôme qui est plus élevé que les jeunes hommes. Ça, c'est une réalité, mais je pense qu'elle n'est pas spécifique. Elle n'est pas spécifique, me semble-t-il, hein, à l'Ardèche. Après, en termes d'accès, voilà, comme je vous disais, emploi-formation, on n'a pas trop de différenciation jeune homme, jeune femme. Par contre, là où je rejoins ce que disait Clément, c'était en effet les, euh, les jeunes femmes, la violence en effet intrafamiliale et comment dirais-je, les violences faites aux femmes, ça de toute façon, elles y sont confrontées. Ainsi, en effet, et ça, c'est nouveau, me semble-t-il, on est peut-être plus, ou peut-être que nous, on est plus sensibilisés, je ne sais pas. Mais quand on parlait en effet d'actes de prostitution, ça, c'est aussi quelque chose, par contre, qui concerne beaucoup plus les jeunes femmes que les jeunes hommes, et pour lesquels, en effet, on n'a pas trop de recul, nous, de notre côté. Mais voilà un petit peu, moi, ce que je peux vous dire.
Merci. Je Léni, peux oui, enchaîner oui, bien sur cette sûr, question, évidemment, parce que, ouais. sur cette question homme-femme répartition. Alors, sur ces dispositifs marqués par voilà, cette spécificité de l'aller vers et le travail de rue, quand on prend le public rencontré, sans surprise, on a une surreprésentation des hommes. Mais parce que la prévention spécialisée, c'est les éducs de rue, c'est les quartiers QPV. Effectivement, les femmes sont moins présentes dans cet espace public et ou peut-être moins visibles. Ça, c'est un constat qu'on retrouve aussi milieu rural, milieu urbain, hein, sur des petites communes. Finalement, ces bandes de jeunes qui occupent la place de l'église, c'est souvent des bandes plutôt masculines. Le département fait du travail auprès des filles en prévention spécialisée une priorité, donc on demande à ces acteurs d'avoir un regard particulier sur ce public. Alors, ils vont à la rencontre de ces jeunes filles, mais plutôt par des actions collectives, par le bouche à oreille, ça fonctionne un peu mieux. Quand on regarde par contre les proportions garçons-filles au niveau de l'accompagnement, ben, finalement, on est quelque chose de peu plus élevé. C'est-à-dire qu'on a sur les rencontres, on a un tiers de filles, on va monter jusqu'à 40% par moment sur les accompagnements. Euh, et ça s'explique aussi par ces modes de rencontre. C'est-à-dire que quand on est en milieu rural, mais nos éducateurs de prévention spécialisés travaillent beaucoup plus avec des établissements scolaires. Donc là, en fait, ils peuvent par moment même faire du travail de rue dans les établissements scolaires. Donc on a un public captif, ce qui permet d'aller davantage vers les jeunes filles. Moi, juste sur ce point, peut-être deux éléments. Je me souviens d'une intervention euh, d'une équipe de Prèves qui nous expliquait que souvent, quand ils sont, en tout cas sur les quartiers, quand ils interviennent auprès des jeunes filles, mais, alors elles sont moins nombreuses en termes de proportions, mais ils sont des fois sur des situations beaucoup plus compliquées, où effectivement on va retrouver des ruptures familiales, on va retrouver des phénomènes par moments de violence, de prostitution très durs. En tout cas, on est vraiment cette idée par moment d'avoir des situations de jeunes filles encore plus difficiles. Et simplement pour contrebalancer ça, je vous ai parlé aussi du dispositif PAEJ, donc point d'accueil et coup de jeune. Il y a six structures accompagnées par le département en Gironde. Donc on est vraiment sur des permanences gratuites, sans formalité administrative, auprès des jeunes de 11-25, pour travailler la souffrance, le mal-être, des choses comme ça. Et là, par contre, le public, il est plutôt féminin. C'est-à-dire qu'on a à peu près 60% de jeunes filles accompagnées pour 40% de jeunes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. Euh, il nous reste 5 minutes. En général, on est dans les temps. Je voudrais vous livrer un exercice, Clément, Lénie et Christelle, s'il y avait un vœu pour demain, de prolongement de réflexion ou de suite de perspective d'action ou de remontée. J'ai bien aimé l'idée selon laquelle on ose espérer que les pouvoirs publics s'intéressent davantage à la problématique, à l'instar de la visite de l'IGAS. De l'inspection générale, on m'a demandé ce que c'était l'IGAS, l'inspection générale de l'administration et des services, donc mission officielle d'État. Clément, Lénie, Charbonnier, un petit mot conclusif et puis on terminera par quelques suggestions. Clément, c'est à toi. Très bien. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut faire dans les territoires ruraux aujourd'hui? Ouais, ton vœu pour demain. Alors, c'est une question un petit peu large et c'est un petit peu le problème quand on demande à un sociologue, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est que, soit on dit que la faute est au système, et donc il faut changer tout le système, soit, on essaye de, trouver des solutions qui coûtent quelques milliards, puisqu'on est un petit peu en dehors des réalités, politiques et économiques. Mais en tout cas, je pense que, il y a un réel intérêt pour les territoires ruraux qui apparaît, bah, notamment parce qu'il y a eu, des mouvements, qui sont apparus, dans les territoires ruraux. Hem Après essayer de je pense qu'il y a un très gros travail à faire à la fois sur les représentations de ces territoires, qu'on voit encore, bah, comme des territoires, handicapants, négatifs, en recul, tout ça. Mais aussi, des représentations sur la jeunesse de manière générale et puis sa jeunesse, dans les territoires ruraux. Mélanie Gambino en parle très bien, hein. Elle dit que, bah, c'est les jeunes sont vus comme une ressource. Moi, je trouve ça, assez triste, de le voir, que sous cet angle. Et de manière générale, il y a une nécessité au niveau des politiques, publiques aujourd'hui,
à la fois de reconnaître la particularité des territoires qui composent la France d'aujourd'hui, et en même temps, et bien de renforcer des approches compréhensives. Je parlais du discours de Gabriel Attal, moi, qui m'a outré et qui me fait très peur, hein, sur la direction qu'on semble prendre, plus d'aller réprimer une jeunesse qui est en besoin, qui est en difficulté. Et les espaces ruraux sont pas exempts de ces situations de violence. J'en ai déjà parlé. Donc, essayer de mettre en lumière encore et toujours ces territoires pour ne pas qu'ils soient oubliés, pour ne pas qu'ils soient invisibilisés et qu'ils soient enfin pris en considération. Ce n'est pas parce qu'on est loin de Paris et des centres de décision politique que l'on n'existe pas. Merci Clément. Léni? Oui, en termes de souhait, vous allez voir, moi, c'est beaucoup plus pratico-pratique, mais ça rejoint en partie ce que disait Clément. Euh, L'ensemble des dispositifs dont je vous ai parlé, la prévention spécialisée ou les soutiens aux points d'accueil et coûts de jeunes, on est sur des politiques volontaristes ou alors des compétences obligatoires mais sans obligation de moyens. Donc en fait, c'est bien le reflet d'un engagement des politiques locaux, enfin voilà, des personnages politiques sur un plan local. On est sur un plan national plutôt avoir des moyens qui diminuent au niveau de la prévention spécialisée ou des départements qui font le choix d'arrêter le financement de la prévention spécialisée. Donc le souhait premier, c'est de réussir à maintenir ce niveau d'engagement des collectivités auprès des acteurs sur les différents territoires. Puisqu'effectivement, souvent, on dit que c'est très compliqué d'évaluer. Il y a toujours cette question de l'impact de la prévention spécialisée. Et souvent, on dit que le meilleur moyen d'évaluer l'impact de la prévention spécialisée, c'est la retirer sur un territoire pour pouvoir mesurer son impact. Et effectivement, je pense que sur les territoires où on a fait le choix d'enlever la prévention spécialisée, on va très rapidement voir les impacts et on peut imaginer des situations de plus en plus complexes pour certains jeunes sur ces territoires. Ces jeunes et leurs familles, d'une manière générale. Merci de cette attention, enfin, en tout cas de cette observation. Christelle? Ouais, moi, si j'avais un vœu à formuler, hein, ça serait en effet qu'il y ait une meilleure reconnaissance de la ruralité au sein des politiques publiques, et puis qu'on donne les moyens et de réels moyens aux jeunes, en effet, d'expérimenter. Voilà, d'expérimenter, parce que c'est aussi le meilleur moyen, me semble-t-il, de se construire, et qu'on ne fasse enfin, au maximum, faire en sorte, en effet, qu'on soit plus sur des choix par défaut, mais sur des choix, en effet, qui amènent à un certain épanouissement, j'allais dire. Voilà. Merci Christelle. Alors, tu le sais ou pas, mais c'était le propos conclusif également du précédent webinaire. Donc, c'est heureux de se retrouver, même si sur l'envie d'ouvrir à des possibles pour les jeunes. En tout cas, ce temps d'échange a aussi cette vertu, c'est de pouvoir permettre le croisement des regards. Et je vous remercie pour la qualité de vos interventions, pour la complémentarité de vos interventions. Ça nous donne plein d'idées pour des poursuites à venir cette année et dans les années qui suivent. On a pour habitude de terminer à l'heure. Il est 12h02. Non pas qu'on se lasse de vos mots voilà. Donc on ose espérer se revoir ici ou ailleurs. J'ai quelques petits messages à vous faire passer. Donc pour vous dire que cet échange se poursuit, comme on dit, c'est comme le journal télévisé, sur la toile, puisque dès demain, on essaie de faire ça dans une temporalité courte. On mettra à disposition à toutes et à tous ce même webinaire. Je vous remercie pour les intervenants de ne pas oublier de nous envoyer vos supports. Ils seront appréciés des personnes qui suivent a posteriori les réflexions. Vous pouvez aussi regarder les webinaires précédents. Donc tout ça est sur le site de l'Observatoire Jeunesse Ardèche. Vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche. Ça se trouve très facilement et l'accès y est évidemment gratuit. Deuxième chose, vous retrouverez également un résumé et l'accès à ce propos dans la très bonne newsletter qui va paraître, je crois, dès la semaine prochaine. Je parle sous contrôle
de mes amis Isabelle et Olivier qui sont en la matière, mais on collabore. Donc, on va se parler dès cette semaine. Et puis, vous dire également que je sais que c'est passé dans les réseaux, se conduit à l'heure actuelle une enquête auprès des jeunes sur la mobilité internationale des jeunes ou le rapport à l'international des jeunes. On parlait de mobilité, l'hypothèse étant de se dire est-ce que les jeunes ont envie d'aller plus à l'étranger, ont plus de freins à aller à l'étranger. On va essayer d'éclairer un peu cette question d'ici la fin de l'année. Et enfin, si j'ai oublié quelque chose, Mélodie, tu n'hésites pas à me le dire. Dans le chat, hein, Voilà, et vous remercie encore une fois. Vous donnez rendez-vous. Notre prochain webinaire aura lieu vraisemblablement aux alentours du mois de novembre dans le format que vous connaissez. Merci encore à toutes et à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des souhaits de prolongement, d'échange. On est disponible soit via le site internet de l'Observatoire ou directement par nos mails qu'on peut mettre à disposition aisément à toutes et à tous. Merci encore en particulier à l'ensemble des personnes qui ont assisté au webinaire et en particulier à nos intervenants que je vais garder quelques secondes si vous voulez bien avant de vous déconnecter et d'aller déjeuner. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.